cette réunion. Donc, soyez pas étonnés, que vous soyez bien clair là-dessus. Je suis obligé d'en toucher 2 mots comme quoi, nous enregistrons cette réunion qui maintenant, est démarrée pour pouvoir la mettre en replay. Donc je fais juste un petit point pendant vu que j'ai juste redémarré l'enregistrement. Le docteur, Esther Schwartz, excuse-moi, vraiment, j'essaie de faire mon mieux pour l'addiction. Les docteurs Bonjour sont là pour nous parler donc de leur vécu, expérience en tant que médecin du travail. Cédric, qui est donc en avant-dernier semestre en tant que docteur junior interne à Montpellier, et moi-même qui suis à Rennes en 6e semestre. Vas-y Cédric. Allez, c'est parti. Alors, je vous partage le diapo. Donc, déjà, bonjour, enfin bonsoir à toutes et à tous. Donc Cédric Julien, donc en effet, je suis docteur junior en santé au travail et l'ancien président de l'ANIM. Je touche un petit mot quand même pour l'association nationale, hein, parce que c'est quand même important aussi d'expliquer pour vous ce qu'est cet asso. Donc, c'est une association qui a été mise en place en 2013 et qui regroupe l'ensemble des internes de médecine du travail de France. Donc, l'objectif, c'est entre autres de faire des temps d'animation comme celui-ci, de promouvoir la spécialité, d'organiser des petits séminaires entre nous et notamment un séminaire dont on pourra vous reparler en fin de visio, qui est les RNP, hein, notre petit congrès national d'internes qui a lieu une fois par an. Donc, la spécialité, alors je vous rassure, le diaporama, ça va pas être barbant, hein, c'est pas l'objectif du tout. Ça se lance correctement. Vous êtes toujours sur la première diapo? Non, c'est bon. Alors, bon, le plan, très rapidement, qu'est-ce que la médecine du travail en quelques lignes? La présentation de la maquette, puisque comme on a essentiellement, je pense, des D4 au vu des messages, on vous présenter la maquette de la spécialité, des activités et perspectives du métier dont on pourra bien sûr largement revenir avec Thierry et Esther, les idées reçues qu'il faut absolument déconstruire, et je pense que c'est aussi l'intérêt de ce genre d'événement, et des petites adresses utiles pour aller plus loin que le diaporama qui est quand même assez succinct, bien entendu. Donc déjà, une banalité, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est une spécialité médicale, comme toutes les spé que vous avez pu avoir dans ce merveilleux concours de CN. Et notre rôle, c'est écrit en gros et en gras, c'est la prévention. On est des médecins de prévention, donc l'objectif, c'est d'éviter l'altération de l'état de santé des travailleurs du fait des conditions de travail. Donc c'est une mission extrêmement importante. Il y a tout à apprendre dans ce champ très complexe de la santé. Donc notre exercice, donc là c'est un petit peu mis, on va dire en amas, est très riche et très varié. Il y a plein de missions. Plein de missions. Donc la première, bien sûr, c'est de suivre l'état de santé des travailleurs, donc avec tous les examens associés dont on reparlera en termes de prescription, les examens paracliniques et bien sûr l'examen clinique. Hein. Ne perdez pas le côté clinique dans la spécialité et surtout tout le champ de l'évaluation et de la prévention des risques professionnels qui sont très nombreux. Une partie de notre activité correspond à ce qu'on appelle les actions en milieu de travail qui rentrent dans le cadre de notre tiers-temps. On en reparlera un petit peu après, avec de multiples possibilités. On vous en a cité deux en exemple, que sont les études de poste, quand vous devez voir au plus près un poste en particulier d'un salarié, et toutes les actions de sensibilisation qui fait le pont aussi entre santé au travail et santé publique, par exemple. Hein. Vous avez pu le voir avec notamment l'exemple assez récent du coronavirus, par exemple. On a un rôle qui n'est pas moindre de coordination et d'animation d'équipes pluridisciplinaires. Le médecin du travail ne travaille pas seul, on n'est pas isolé, loin de là. Vous êtes en équipe pluri, donc l'équipe pluri, on va pouvoir le détailler un petit peu après. Et vous avez ce qu'on appelle les infirmiers et infirmières en santé au travail. Vous avez des équipes de préventeurs avec les intervenants en prévention des risques professionnels, des assistants en santé-travail, des ergonomes, des toxicologues, des psychologues du travail. Donc, ça, c'est assez important, cette notion d'équipe dans notre spécialité. Et surtout aussi, une des missions et qui fait aussi toute la beauté de l'interface en santé au travail, c'est le rôle de conseiller de l'ensemble des représentants du monde du travail, hein, depuis l'employeur, bien entendu, les représentants, les délégués de syndicats, par exemple, le travailleur lui-même au sein de l'entreprise. Donc là, c'est un petit peu mélangé, mais voilà, c'est pour vous montrer déjà sur une diapositive que c'est extrêmement riche ce que l'on peut faire dans notre spé. La maquette elle-même, puisque ça, je pense, ça vous intéresse, vu que vous avez commencé votre cursus en novembre, donc elle dure 4 ans.
Donc, notre internat dure 4 ans, c'est découpé en 3 phases, ce qui est le cas de toutes les spécialités que vous connaissez. Donc, la première année, ça correspond à la phase socle. La phase socle, ça correspond donc à 6 mois de stage en santé au travail et 6 mois de stage dit clinique, entre guillemets, on en reviendra après dessus, ou hors santé au travail. À la fin de cette phase socle, vous basculez en phase d'approfondissement, la phase d'approfondissement qui correspond à 2 ans d'internat. Et dans l'ordre que vous le souhaitez, ça correspond à 1 an de médecine du travail et 1 an de hors santé au travail, dans l'ordre que vous le souhaitez, avec l'alternance 6 mois, bien entendu. Enfin, à la fin de cette phase d'approfondissement, vous allez devoir passer votre thèse pour devenir docteur en médecine. Et donc, et pour pouvoir passer dans ce qu'on appelle la phase de consolidation, qui correspond à la dernière année du cursus, qu'on appelle aussi l'année de docteur junior, et qui là correspond à une année entière de santé au travail, avec la possibilité de faire 1 an au même endroit, ou alors de coupler 2 stages de 6 mois aussi de santé au travail. Donc une maquette assez classique, entre guillemets, et on va vous parler plus en détail maintenant des stages de santé au travail, parce que c'est quand même ça aussi le cœur de la maquette. Donc vous avez 3 grandes catégories, il y en a une petite 4e aussi, de stages dans notre SPE. Donc vous avez ce qu'on appelle les services de santé au travail interentreprise. Donc, si vous voulez, les SSTI, ça recoupe le suivi de tout ce qui est petites et moyennes entreprises. Classiquement, on parle d'entreprises de moins de 500 salariés. Donc là, ça regroupe plusieurs médecins du travail qui suivent chacun un certain nombre d'entreprises. Donc, c'est extrêmement varié. Vous avez des interentreprises qui sont un peu plus spécialisées, type BTP, par exemple, et d'autres qui sont plus larges, sur du tertiaire, par exemple. Donc ça fait partie des stages qu'il y a de manière à peu près homogène partout, quelle que soit la subdivision au niveau national. Vous avez des stages en service autonome. Donc, le service autonome, on va dire, c'est le contre-exemple. Là, ce sont des grosses entreprises qui ont la capacité d'avoir leur propre service de santé au travail. Donc, vous en a cité quelques-unes sans aucun. Enfin, voilà, c'est des exemples. Donc, Orange, Sanofi, Air France, des centrales nucléaires, EDF, voilà, ce sont des grosses boîtes qui ont leur propre service de santé au travail. Vous avez tout le champ des fonctions publiques. Donc, les fonctions publiques, il y en a 3. Donc, vous avez les classiques fonctions publiques hospitalières, ce que l'on appelle aussi les MTPH, la médecine du travail du personnel hospitalier. Les fonctions publiques territoriales, avec notamment les centres de gestion, par exemple, les CDG, et les fonctions publiques d'État. Un autre terrain de stage important, et que là, on n'a pas listé, mais qui a toute son importance, c'est aussi les centres de consultation de pathologie professionnelle, qui font partie aussi de la maquette et qui ont une importance, puisque notamment dans la maquette, vous avez un terrain de stage qui est obligatoire au cours du cursus. C'est celui à encadrement universitaire et qui correspond très souvent au centre de consultation de pathopro. Donc ça, c'est les stages de santé au travail. On en reviendra plus concrètement derrière la présentation. Donc, si vous avez bien retenu, donc il y a donc 5 stages de santé au travail et 3 stages dits cliniques. J'aime pas trop ce terme parce que clinique, on en fait aussi en santé au travail, mais on va dire c'est les hors santé au travail, où là, c'est extrêmement large et on retrouve des thématiques assez similaires selon dans toutes les subdivisions et qui ont bien sûr un intérêt dans notre spécialité, puisque c'est des choses qu'on retrouve aussi de manière assez classique dans nos consultations. Donc, vous avez, pour pas faire non plus une longue liste, mais de la pneumo-allergo, par exemple, la dermatologie, la psychiatrie, qui est un champ aussi important à maîtriser quand même dans notre spé, la dictologie, non pas des moindres, tout ce qui correspond à la médecine physique réadaptation, puisque dans les consultations, vous êtes aussi pas mal confronté à ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Vous avez des possibilités de stages un peu plus spécifiques aux urgences, par exemple, et des stages qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les subdivisions, de type centre antipoison, pour notamment se parfaire sur tout ce qui est la toxicologie, centre de vaccination, et vous avez aussi la possibilité de faire des stages, par exemple, chez les pompiers, ce qu'on appelle le SDIS, notamment. Donc ça, c'est les stages cliniques qui correspondent donc à 3 semestres dans la maquette de santé au travail. Alors, ce qui est important, c'est surtout que, comme vous pouvez le voir déjà avec la richesse de la maquette, il y a de très nombreuses possibilités derrière. Médecin du travail, bien évidemment, vous êtes médecin salarié, mais très grande richesse. Donc, vous avez la possibilité de bosser dans le secteur public. Et docteur Thierry Bonjour pourra nous en parler avec l'exemple de la fonction publique hospitalière, l'État, le territorial, la possibilité donc des secteurs privés que sont les services autonomes dont on a parlé en amont, les interentreprises, et aussi pour ceux qui auraient une appétence, et je pense que c'est quand même aussi important de le rappeler sur le côté hospitalo-universitaire, dans notre SPE, il y a tout à fait la possibilité de se lancer dans une carrière U avec la recherche, avec, comme vous l'avez dit, l'exemple des consultations en centre de pathologie professionnelle. Donc, vous voyez, il y a tout qui est possible. Voilà, dans l'avenir de la profession. Les risques professionnels, mais vous aurez largement le temps de vous y former en passant
aussi bien durant l'internat que tout au long de la vie. De toute manière, comme toute spé, il y a une nécessité de formation continue. Donc, on vous en a listé quelques-uns de risques et voilà, il n'y a pas forcément d'ordre d'importance. Enfin, le premier, quand même, est particulièrement important. Donc, ce qu'on appelle les risques psychosociaux, les risques psycho-organisationnels que vous apprendrez tout au long de votre cursus à appréhender et qui ont de nombreuses conséquences sur la santé, pas que psychique d'ailleurs. Les risques chimiques, avec tout le champ de la toxicologie, puisque selon aussi les interentreprises, les entreprises où vous travaillerez, où vous passerez en stage, il y a des risques bien évidemment assez spécifiques. Vous connaissez sûrement les classiques, même dans le cadre de votre cursus, de l'amiante. Il n'y a pas que l'amiante, loin de là, dans les risques chimiques, les risques physiques, les risques biologiques, bien entendu, avec certaines professions, notamment les professions de la santé. Et il y aura une formation, même si nous ne sommes pas juristes, ça je tiens à le préciser, mais une formation en législation du travail, quand même des bases à connaître forcément, puisque notre spé est rattaché à ce domaine-là. Mais je vous rassure, on ne passe pas notre vie dans du code du travail. Voilà. Après, si vous avez une appétence dans ce domaine, c'est possible aussi, puisqu'on a l'exemple de personnes, notamment de professeurs, qui sont aussi très calés dans le domaine du droit. Donc, c'est tout à fait possible aussi d'avoir cette activité complémentaire. Alors, Cédric, je t'interromps juste une petite seconde. Nous avons une question de Kim qui pose la question sur les subdivisions. Est-ce que toutes les subdivisions permettent un stage en centrale nucléaire et sinon, est-il possible d'effectuer un interchute pour y passer? Alors, le stage en centrale nucléaire, par définition, ça dépend de où il y a des CEA. Après, bon, nous, on va pas faire publicité de Montpellier, mais à Montpellier, enfin, autour, il y a ça. Le docteur, oui, Schwartz a levé la main, si vous voulez compléter. À Dijon. À Dijon. Bourgogne. Ouais, donc le docteur Saïd, notamment, qui est au CEA en Bourgogne. Et il y a, il me semble, un stage qui était ouvert en Alsace. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit encore ouvert. Comme c'était Fessenheim, je ne sais pas si c'est encore, si c'est encore possible. Oui. Il me semble que dans la région c'est celle qui est juste en dessous, là, avec Nantes et tout ça, ou un peu plus au centre. Je sais qu'il y a aussi des centrales nucléaires, mais je ne sais pas s'ils ont la possibilité de faire des stages là-bas. En tout cas, de toute à façon, côté, ouais, il y en a. Des internes qui auraient aussi une appétence dans tout ce qui est radioprotection ou autre, il y a des formations bien évidemment dans ce domaine-là. Les interchus, ça c'est des choses qui se discutent entre facultés de départ et les ARS d'arrivée. Donc en soi, tout reste possible. Ça, voilà. Après, bien sûr, c'est des choses, on pourra en parler après de manière un peu pratico-pratique, mais qui se préparent bien en amont, les demandes d'interchus entre les régions, bien évidemment. Est-ce qu'il y avait une autre question? Je peux continuer? François Sahu. Moi, j'avais une petite remarque sur la question des interchus. Et je pense justement, si dans ta subdivision, tu n'as pas de centrale nucléaire et que tu montes un projet justement pour expliquer que tu veux aller chercher un terrain de stage comme une centrale nucléaire parce que tu vas acquérir des compétences que tu ne peux pas avoir sur ta subdivision, ça s'appelle un super projet d'interchut. Donc, il y a bonne chance que ça passe. Tout à fait. Voilà. Vous verrez, il y a François François Sahu qui a répondu dans le chat sur la Bourgogne et qui en propose d'autres aussi au niveau national. Donc voilà. Bonjour François. Je ne sais pas si vous m'entendez, je n'ai pas prévu. On t'entend. Vous m'entendez là? Oui, très bien. On t'entend. Ouais, du coup, je suis un petit peu dans le nucléaire. Effectivement, au CEA, il y a plusieurs stages qui sont ouverts en France. Il y a effectivement, je parle pour ma paroisse à Dijon, mais il y en a aussi dans le sud de la France. Chez EDF, ils sont aussi demandeurs d'accueillir des internes. Et chez Orano, ils ont un petit peu moins de centres. Mais dans le nucléaire, il y a des postes pour les internes. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas hésiter, en s'y prenant tôt, certes, mais à contacter les services santé au travail parce qu'ils seront ravis de vous accueillir et puis de développer l'agrément pour vous accueillir. Mais bon, souvent, c'est 6 mois ou un an, pardon, à l'avance. Il faut s'y prévoir. Oui, pour rebondir, moi-même, j'avais fait un interchu, c'était de Paris à Montpellier. Effectivement, c'est quelque chose qui se prépare à une bonne année en amont, mais
Si on arrive à monter un projet avec un intérêt pédagogique derrière, il y a peu de chances que ce soit bloqué, hein. Très bien, merci pour vos interventions. Parfait. Bon, donc en conclusion pour l'activité, voilà, si on résume, 2 tiers de notre temps, c'est de la consulte. Donc, tout type de consultation, et ça on pourra en reparler aussi, ça va des consultations réglementaires, ce qu'on peut appeler les visites initiales, les visites périodiques, mais aussi tout le champ des visites à la demande du salarié, de l'employeur, à votre demande aussi en tant que médecin du travail. Et le tiers-temps, donc c'est l'action sur le terrain, donc qui est très large. Donc là, on vous a listé quelques exemples. La visite de lieu de travail, réaliser des études de poste spécifiques, pour évaluer aussi les contraintes du poste, évaluer les risques professionnels, les campagnes d'information, de sensibilisation, hein, des événements aussi de santé publique, hein, Team Moins sans tabac, le défi de janvier, des phénomènes comme ça, la vaccination aussi par exemple. Donc c'est extrêmement large ce qui est possible en termes d'action en milieu de travail, bien entendu. Ça, c'est pour passer très vite. En même temps, c'est que ça vous rappellera des souvenirs de vos QCM. Donc, les pathologies professionnelles, ça fait partie aussi de notre formation. C'est très large. Il y a ce qu'on appelle des tableaux de maladies professionnelles. Vous avez plus d'une centaine de pathologies qui existent. Il y a il y a de la recherche aussi à ce niveau-là. Donc, les plus fréquentes, c'est donc le petit sigle TMS, c'est tout le champ des trous musculo-squelettiques qu'on retrouve pas mal dans les reconnaissances en maladie pro. Après, vous avez tout un champ de cancérologie, bien entendu. Donc, on vous a donné des exemples, cancer de vessie, industrie du caoutchouc, le mésothélium, hein, et l'amiante, des choses un petit peu plus rares comme le glioblastome, des maladies respiratoires, hein, l'exemple de l'asthme, BPCO avec des expositions, la tuberculose, donc des maladies infectieuses. Donc, le champ des maladies professionnelles est vraiment très, très large. Donc, ça aussi, c'est une appétence, c'est quelque chose auquel on est formé et on peut continuer à se former, bien sûr, tout au long de notre vie professionnelle. Les idées reçues, la partie, je trouve, la plus intéressante du diaporama. Donc, toutes les idées reçues qu'on va vous faire passer sont bien entendu fausses, mais je pense que c'est important de les répéter parce que voilà, ce sont des choses qui circulent encore et qui sont complètement fausses. Une des premières idées reçues, c'est la notion de c'est quoi le rapport entre le médecin du travail et l'employeur. Ça peut faire peur, le mot travail, c'est quoi les liens. Donc, on est médecin, donc tout ce qui passe par nous, on est tenu au secret médical et pas que, parce que comme l'avait mis Olivier dans le diaporama aussi, il y a le secret de fabrication, secret professionnel, et nous sommes indépendants sur le plan professionnel. C'est pas parce que nous sommes médecins salariés que nous sommes dépendants de notre employeur. Bien sûr que nous sommes dans l'échange avec les différents employeurs, hein, nos préconisations relèvent de nos prescriptions, et après il y a des discussions bien sûr là-dessus avec les employeurs, les cadres, bien entendu. Nous avons un statut un peu particulier qui est celui de salarié protégé. Donc ça, c'est je pense quelque chose que vous ne connaissez pas, mais ça affirme encore et réaffirme notre indépendance professionnelle. Si vous voulez un salarié protégé, en tant que médecin du travail par exemple, pour nous licencier en exemple, hein, c'est pas juste au bon vouloir de l'employeur parce que vous seriez pas d'accord sur différents avis. Ça relève aussi de la médecine inspectrice du travail, de l'inspection du travail. Voilà. Donc on a notre indépendance, encore heureux en tant que médecin, et il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et voilà, on n'est pas, malheureusement, on a pu entendre des vendus aux patrons ou à d'autres personnes aussi d'ailleurs des entreprises. C'est complètement faux et absurde. Ce sont ceux qui ont raté les ECN, donc là c'est complètement faux. Et de toute façon, comme je le dis toujours, c'est pas un classement qui va vous définir en tant que médecin et quelle que soit la spécialité que vous choisirez. Vos compétences, vous les avez déjà et vous allez les acquérir tout au long de votre vie professionnelle. Bon, si on regarde un peu les statistiques, le nombre d'étudiants aussi qui ont un bon classement, hein, au concours national des ECN et qui choisissent notre P, ça augmente, hein, d'année en année. Donc, lié aussi à des phénomènes comme celui de ce soir où on présente l'aspect de manière tout à fait objective et sur la réalité du terrain. Mais voilà, il y a encore beaucoup de séquelles, hein, d'images négatives, mais c'est lié à de la méconnaissance. Et donc, clairement, il faut déconstruire tous ces stéréotypes qui, par définition, sont faux, archi faux. Pareil, les administratifs, c'est faux, hein, parce que ça peut revenir aussi souvent. Comme toute spécialité, bien évidemment, qu'on a un temps, il y a du temps, un peu de papier entre guillemets, mais il est vraiment très moindre parce que comme vous avez pu le voir, on est en équipe pluridisciplinaire. Il y a tout un temps de secrétariat qui est fait par des assistants de santé au travail. Nous, notre temps est essentiellement médical. Hein, on reçoit les gens, interrogatoire, examen clinique, les prescriptions paracliniques. On va reparler de la prescription juste après. Donc, on n'est pas du tout administratif à passer nos journées à faire des papiers. Sinon, clairement, ça
n'attirerait personne, il faut quand même être assez réaliste, ou en tout cas pas grand monde, je pense, dans la spécialité. La prescription, donc ça c'est un long point aussi de stéréotype, on n'a pas le droit de prescrire, on prescrit rien, donc c'est complètement faux là aussi. Bien sûr qu'on prescrit, alors là les nuances, et ça sera sur la partie thérapeutique, mais on prescrit tous les jours quasiment des examens complémentaires. Comme vous l'avez vu, il y a une très grande diversité de risques professionnels qui nécessitent de la paraclinique pour évaluer, parce que bien sûr il y a la clinique, l'interrogatoire, mais vous avez besoin de mesures aussi. Quand vous êtes exposé à des risques chimiques spécifiques, par exemple, je sais pas moi, quand il y a du plomb, qu'il vous faut de la surveillance en termes de biologique, s'il y a des expositions de métaux lourds, de solvants, de choses comme ça, les imageries, la spirométrie, les EFR, enfin, c'est très large. Les vaccinations, bien entendu, qui fait partie de nos missions de prévention. Tous nos avis, si on part de ce principe, nos avis d'aptitude et, à contrario, les avis d'inaptitude relèvent de l'expertise médicale du médecin du travail. Donc, on ne prescrit pas rien, complètement aberrant et faux signe ces éléments-là. Par contre, on est acteur dans la prévention, comme vous l'avez vu dès le premier diaporama et comme on le remet là. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans la prescription de thérapeutique. Hormis situation d'urgence, bien entendu, comme tout médecin, il y a ce droit de prescription, mais on n'est pas le médecin généraliste d'entreprise, si vous voulez, on va dire un peu grossièrement. Après, on en reparlera après avec les échanges avec les médecins. Il y a des évolutions en cours et on verra l'avenir concernant le droit de prescription, mais on en parlera après. Donc pour finir, des adresses utiles, et ça tombe bien, les deux intervenants sont là, donc ce sont des liens pour un peu compléter. Donc vous avez l'excellente vidéo de François, donc sur justement, pour avoir une vision plus concrète et avec de l'exemple aussi de terrain concernant la santé au travail. Vous avez aussi l'excellente vidéo de Thierry, donc animée autour donc, de la spécialité. Je rappelle que nous avons un site internet où vous retrouvez pas mal de ressources aussi au niveau biblio. Vous avez les liens des différents représentants de subdivisions. Nous avons un groupe Facebook avec un messenger. Donc, il ne faut absolument pas hésiter à nous contacter. De toute manière, on est prêt à répondre à toutes vos questions. Et donc, j'en ai fini pour cette courte présentation et je vous remercie et je vais laisser la parole à Olivier et aux autres. Merci Cédric pour cette présentation. Avant qu'on passe à Esther ou à Thierry, mais peut-être honneur aux dames d'abord, il y a Youn qui pose la question de la prescription dans le domaine de la profession, certes, mais est-ce que nous conservons le droit de prescription dans le cadre familial? Ah oui. Alors, si quelqu'un veut répondre. Du coup, j'avais répondu, je me suis permis de répondre dans le chat en même temps. Ah oui. Donc oui, on conserve tout à fait le droit de prescription à partir du moment où on ne suit pas les salariés dans le cadre de notre exercice professionnel. Donc votre voisin de palier, même s'il ne fait pas partie de votre, on va dire, de votre patientèle, entre guillemets, de votre salarié tel, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on dit, enfin bref, de vos salariés que vous suivez, vous pouvez tout à fait lui prescrire quelque chose à condition que vous ayez une responsabilité civile qui vous permette de continuer à prescrire à d'autres personnes que vos salariés. Donc, très important aussi dans le cadre de votre activité professionnelle, vous permettre via une responsabilité civile de continuer à prescrire dans le cadre de votre activité autre, enfin de votre vie de tous les jours. C'est important parce qu'effectivement, il y a ce côté, la réalité et la loi, on peut prescrire, on a la capacité de prescrire, mais on n'est pas couvert. Enfin, je veux dire, légalement, on n'est pas couvert. C'est-à-dire que si vous prescrivez quelque chose à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui fait une réaction allergique à ça, vous n'êtes pas couvert et c'est directement votre responsabilité en tant que personne, donc pénale, qui est mise en défaut. Mais si vous faites ça auprès de la famille, pour vous, renouvellement d'ordonnance ou autre, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. D'accord? Mais si vous faites ça à votre voisin de palier ou vos amis que vous connaissez moyen, c'est bien d'avoir une responsabilité, être protégé juridiquement vis-à-vis de ça, mais effectivement, notre droit de prescription est toujours là. D'accord? Il est présent et vous pouvez l'utiliser dans le cadre personnel. Ne serait-ce que pour se prescrire des choses à soi-même. Tout à fait. Alors, il y a des questions dans le chat, enfin, je ne sais pas où on en est. Sinon, Esther ou Thierry, dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez donner vos
votre expérience, vos avis sur la spécialité, puisque c'est aussi votre objectif de Je vais te présence. parler un petit peu de comment est-ce qu'on est arrivé à la médecine du travail. Ouais. Voilà, par exemple. On a parté avant. Attends, d'abord, je fais et juste faire un appel. point sur les questions. Quels stages hors spécialité sont indispensables? Stages en psychiatrie ou autre? Alors ça va vraiment dépendre. On a 3 stages hors spé, il faut choisir, et ça dépend aussi de la subdivision. Certaines subdivisions ont certains stages disponibles déjà de base, et après vous pouvez faire une demande pour être en dehors de ces stages disponibles, mais ça, c'est assez division dépendante. Et pour ça, si vous avez des endroits ou des régions particulières, n'hésitez pas à poser la question aux référents. Donc, vous nous demandez sur le groupe de la NIMT quels sont les référents vis-à-vis des différentes subdivisions auxquelles vous souhaiteriez prétendre. Oui, en soi, oui, pour rebondir là-dessus, hein, les stages hors spé, il n'y a pas forcément de stages indispensables. Après, par rapport à ce qu'on rencontre en termes de fréquence, notamment lié aux risques psychosociaux et aux troubles musculo-squelettiques, pour cibler, on va dire, ces deux pathologies-là, c'est vrai que des stages type MPR ou on va dire aussi psychiatrie addicto, enfin des choses couplées, ont quand même une utilité particulièrement importante. Mais après, il n'y a aucun des stages hors spé obligatoire. Ça, c'est toi qui vois en fonction de qu'est-ce que tu veux dans ta maquette et ton appétence dans tel ou tel domaine, bien entendu. Très bien. Sur la question, il y a une question, du coup, ça signifie qu'il est possible, une fois l'internat fini, de travailler comme médecin dans un service d'urgence. C'est très conseil de l'ordre dépendant, hein. Moi, je préfère ne pas m'avancer là-dessus parce qu'il y a des endroits où c'est possible, des endroits où c'est pas possible. Je pense que ça va le devenir de plus en plus, mais je préfère ne pas m'avancer sur cette question. Je ne sais pas si vous avez d'autres avis, mais c'est... Je dirais que c'est pareil, hein, ça dépend des régions et probablement enfin, l'évolution veut que ce soit de plus en plus facile. Ouais. Très bien. J'ai noté les 2 autres questions au niveau salaire et au niveau DU. On en parlera peut-être après le rapport d'expérience. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, je pense. Ouais, Esther, si tu veux bien nous parler de ton parcours, de comment tu vis la médecine du travail, comment ça se passe pour toi. Oui, alors moi, la médecine du travail, je suis tombée dedans par hasard, on va dire, mais vraiment pas par hasard. Sachant qu'à la base, je voulais faire une spécialité où de toute façon, je ne voulais pas exercer seule dans mon coin, donc j'étais quand même très attirée par les spécialités, on va dire, avec travail en équipe. Et je faisais mes études à Strasbourg, je voulais rester à Strasbourg, donc l'internat étant qui était à l'époque pas comme, on va dire, pas comme aujourd'hui. Sur Strasbourg, j'ai eu la possibilité de faire la médecine du travail, et donc je suis allée voir comment ça se passait, puis ça m'a bien plu. Donc j'ai fait mes 4 ans d'internat, alors avec une petite particularité qui est que moi j'ai fait de la médecine légale. Dans le cadre de mon internat, parce que c'était une spécialité qui m'intéressait aussi, et parce qu'il y avait éventuellement la possibilité de faire un desk après. Donc j'ai fait 2 stages de suite en médecine légale. Et ensuite, je suis allée comme assistante hospitalo-universitaire en service de pathologie professionnelle à Strasbourg. Donc j'ai fait 2 ans là-bas, dans l'idée aussi de continuer mon desk. Mais finalement, je ne suis pas arrivée au bout parce qu'il n'y avait pas de poste disponible. Ce qui ne m'a pas empêché de passer ma capacité après. Donc du coup, j'ai une double casquette, médecin du travail et médecin légiste. Donc, ce qui est aussi une des possibilités de l'exercice en tant que médecin du travail. Et donc, je suis allée en autonome pendant 7 ans. Donc, en service autonome, c'est comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est quand on est médecin du travail dans une seule entreprise. Donc là, moi, j'étais dans une entreprise de 1800 salariés. Donc, j'étais la seule médecin du travail avec deux infirmiers, avec une construction de service. Un projet vraiment très très intéressant avec une direction accompagnante, un bon exercice en autonome.
Et j'ai quitté l'Alsace pour des raisons familiales. Et ensuite, j'ai pris le poste de médecin inspecteur du travail en Bourgogne-Franche-Comté. J'ai exercé ce poste-là pendant 2 ans et demi. Donc, c'est un autre type d'exercice de la médecine du travail où on est plutôt en animation de la politique régionale de santé au travail et en aide et soutien aux médecins du travail. Donc, on instruit également les agréments des services de santé au travail. Donc, c'est-à-dire qu'on va vérifier, entre guillemets, comment fonctionnent les services et puis on donne des conseils sur l'organisation. J'ai fait ça 2 ans et demi et après, je suis retournée en service, cette fois-ci inter-entreprise, pour refaire un peu plus de terrain. J'ai pris un poste de médecin du travail en service inter-entreprise avec un poste de coordinateur aussi dans ce service-là, ce qui me permet de faire de la gestion de projet, de pareil, continuer à être en soutien de mes confrères. Et depuis 2 ans, je mixe avec un poste de maître de conférence universitaire associé. Donc, c'est-à-dire que je fais à la fois l'universitaire, donc de l'encadrement des étudiants, de l'enseignement, et en plus donc de la coordination et de la médecine du travail dans mon service inter-entreprise. Donc, c'est voilà, on va dire pour l'instant un cursus professionnel extrêmement varié, où j'ai pu toucher à beaucoup d'aspects de la médecine du travail, en ayant fait finalement un internat, en étant tombée là par hasard et en ayant fait un internat assez classique. Et avec cette possibilité vraiment de s'orienter vers, on va dire, vers ce qui vous tente, à la fois au niveau risque professionnel, au niveau organisation du travail, au niveau modalité d'exercice. Et voilà, donc moi je trouve que c'est une spécialité qui permet à la fois de varier beaucoup l'activité, on va dire de ne pas avoir de corde au cou d'un point de vue spécialité, d'un point de vue, on va dire, professionnel. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a quand même des besoins partout. Donc, on peut très facilement changer un petit peu de poste, de modalité d'exercice, de lieu d'exercice. Donc, ça, c'est aussi un point positif. Et puis, c'est une spécialité qui bouge beaucoup. Et moi, je trouve ça très, très intéressant parce qu'en fait, on ne sait pas trop comment on va exercer dans 2-3 ans. Donc après, ça peut faire peur, mais je pense que certaines personnalités ont besoin d'être dans ce mouvement un petit peu perpétuel. Et je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, c'est mon avis sur la spécialité. Très bien, merci Esther. On va donner la parole à Thierry, et puis ensuite on répondra à toutes les questions en même temps, comme ça je les regroupe par thématique, qui sera beaucoup plus simple et qui permettra aussi de pouvoir en débriefer au fur et à mesure. Thierry, si tu veux bien te présenter, nous dire comment tu vis la médecine du travail, et puis ton parcours aussi, s'il te plaît. Super. Thierry, bonjour. Donc, je suis médecin du travail et addictologue au CHU de Nîmes. La médecine du travail, pour moi, c'était vraiment un choix que j'ai construit pendant mon externat. J'ai eu la chance de croiser des internes qui avaient fait la spécialité et qui, assez facilement, m'ont un petit peu déconstruit tous les préjugés que je pouvais aussi avoir sur la spécialité. Et partant de là, je me suis dit pourquoi pas, parce que un petit peu comme Esther, j'avais pas forcément envie de travailler tout seul dans mon coin. L'exercice de la médecine générale seul dans un cabinet, j'avoue que je ne m'y projetais pas spécialement. Et puis voilà, c'est vraiment un choix qui s'est imposé à moi. Donc j'ai fait mon internat sur Paris. Et pour des raisons de rapprochement familial, je me suis installé dans le sud de la France et j'ai trouvé un poste qui me permet encore aujourd'hui d'exercer un temps d'addictologie et un temps de médecine du travail du personnel hospitalier du CHU de Nîmes, qui pour moi est un petit peu un idéal d'exercice, puisque j'avais fait le desk, qui est un petit peu l'équivalent c'est un peu l'ancêtre de la FST. Hein. J'ai fait le desk d'addicto pendant mon internat. Et voilà, le fait de pouvoir avoir les deux articulations, parce que je trouve que c'est très enrichissant, parce que c'est deux spécialités qui s'enrichissent vraiment l'une de l'autre. Et voilà. Et puis, je suis arrivé en fonction publique hospitalière fin 2017 en terminant ma thèse. Et depuis, je ne suis pas parti.
Je suis parti parce que je m'y plais. Je trouve que c'est un exercice qui est varié. Et j'y retrouve un peu toutes ces notions de travail, interdisciplinaire. Et il y a aussi je dirais un intérêt au milieu hospitalier qui est aussi de pouvoir facilement avoir des avis spécialisés. On peut orienter à droite à gauche les agents hospitaliers pour des avis neuro, des avis MPR, des avis psy aussi, quand c'est nécessaire. Et voilà. Et après, c'est vrai que l'hôpital, c'est un milieu professionnel où il y a une très, très grande diversité des risques. Et l'intérêt, je pense, de certains postes de médecins du travail se font aussi sur les risques sur lesquels on est supposé avoir mot à dire. Par exemple, je vois qu'il y a beaucoup de discussions dans le chat sur le risque des rayonnements ionisants. C'est vrai que c'est un domaine qui est passionnant, qui est très intéressant. Et à l'hôpital, on a des services de radiothérapie, de médecine nucléaire, des services de radiologie interventionnelle, avec des personnels qui sont classés, qui sont soumis au rayonnement ionisant. Et donc, il y a des lois, il y a un cadre légal, mais il y a aussi de la médecine derrière. Par exemple, il y a un examen complémentaire dont vous avez probablement jamais entendu parler, c'est l'anthropogammamétrie corporelle, qui a pour but d'aller rechercher les biotraceurs radioactifs qui sont ingérés par les agents hospitaliers, soit par accident ou par le fait de procédures peut-être mal respectées ou qui pourraient être perfectionnées. Et c'est par exemple une action en milieu de travail qu'on a mis en place dans mon CHU, c'est-à-dire on a fait venir un camion de l'IRSN, qui est Institut national de radioprotection, si je ne dis pas de bêtises. Il y a beaucoup d'acronymes en santé au travail, vous verrez. Et voilà, et donc on a fait passer tout le personnel de médecine nucléaire pour cet examen complémentaire. Donc on a pu avoir des doses aussi, en particulier sur la thyroïde. Donc toute cette action a permis de mettre en évidence, par exemple, un cône de captation de fluor qui était un petit peu qui fuyait. Donc on l'a fait changer. On a eu des perspectives aussi pour faire changer les gants qui étaient utilisés, notamment par les agents de décontamination qui n'avaient pas la norme de radioprotection. Donc ça, voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire il y a de la technique et il y a aussi du médical. Et c'est un exemple que je voulais partager avec vous parce que ça permet au quotidien de jamais s'ennuyer. Et ça, c'est un truc qu'on se dit très régulièrement avec mes collègues. Il en arrive tout le temps, en permanence, et on ne s'ennuie jamais dans cette spécialité. Merci Thierry pour ces bons mots et pour ce discours qui donne envie d'être dans notre spé, n'est-ce pas? D'ailleurs, on recrute des médecins du travail, donc si tu veux. Donc, il y a plusieurs thématiques au niveau des différentes questions. On va peut-être le salaire, on va peut-être en parler dès maintenant, comme ça ce sera fait et puis on a pu en parler. Donc, au niveau du salaire, ça dépend en fonction euh, des différents domaines dans lesquels vous allez travailler. Donc, il y a le côté universitaire, il y a le côté privé avec le SSTI et les autonomes. Et puis après, il y a aussi le côté fonction publique et fonction territoriale, qu'on retrouve donc soit au niveau hospitalier ou soit donc, territorial, les grandes métropoles. Au niveau du salaire, donc après, vous pouvez aussi, comme vous avez vu, avoir différentes activités. Voilà, c'est ça, différentes casquettes. Merci Esther. Avec, donc en fonction où est-ce que vous allez travailler, ben, ça ne va pas être les mêmes salaires, mais ça peut être très intéressant en tout cas au niveau travail. Au niveau du salaire, donc quand vous allez être en fonction territoriale ou hospitalière, vous allez être sur les grilles. Hospitalière, vous êtes sur les mêmes grilles que les différents PH. Donc je ne sais plus à combien ça commence maintenant, mais je crois que c'est autour de 3500 net, quelque chose comme ça, en début de carrière. Je dirais même avec le Ségur et les primes, c'est au-dessus. Hein. C'est au-dessus? Je pense que le début de carrière est à plus de 4000. Hein. Ouais, ouais.
Il me semble que ça a été, ouais, ça a été augmenté, mais ça dépend aussi des MTPH. Je crois qu'il y en a certaines où ça bloque un peu et d'autres où ils essaient de recruter. Donc, Ça, c'est le statut de praticien hospitalier. ouais, c'est ça. Donc on va dire autour de 4000 en début de carrière. D'accord? Donc, plus ou moins en net, hein, je parle en net. Au niveau du service du SSTI, donc service santé interentreprise, on va être autour de 5000. Je veux dire 5000. Il y a certaines régions, enfin certains services entreprises, où on est autour de 4500 nets en début de carrière. C'est une spé où on manque réellement de médecins du travail, donc il y a aussi une possibilité de négociation, enfin de négocier son salaire. Il faut être aussi ce qui est rare et cher. Là-dessus, il faut bien penser à ça aussi. Globalement, on est autour de 5000 au niveau de la moyenne. Il y en a certaines où on arrive à négocier, où on peut être autour de 5500, avec tous les avantages qui peuvent être avec. Parfois, ça peut être voiture de fonction, tous les frais de transport et kilométriques remboursés, des tickets resto, des tickets, des chèques vacances et des choses comme ça. D'accord? Donc, il y a aussi ce côté-là à voir avec les différentes entreprises. Et ça varie d'un SSTI à l'autre. Donc, il faut compter autour de 5000 avec avantages autres, donc dits en nature. Service autonome, c'est ce qui va payer le plus souvent, parce que vu que c'est des grandes entreprises, comme ça, ils sont tranquilles, ils ont leur médecin du travail. Donc, on peut être autour de 5500, 6000 dès le début de carrière en service autonome. Mais les prérequis du service autonome, et ça me permettra aussi de rebondir après sur une question vis-à-vis du service autonome, les prérequis du service autonome sont souvent quelques années d'expérience. Et là, je réponds à une des questions. Vous pouvez demander à être directement en service autonome, mais ils demandent souvent 3 à 5 ans d'expérience, ce qui n'est pas plus mal, parce que faut être bien assis sur ses acquis au niveau du service autonome. Mais les responsabilités sont aussi un peu différentes. Parce que parfois, vous pouvez servir aussi de service tampon sur les urgences sur place. Si vous êtes dans une grande entreprise, je ne sais pas moi, qui fait de la chaîne de découpe métallique ou autre, il y a un éclat, il y a quelque chose qui part, ça peut être d'abord passé par vous, ou vous pouvez intervenir et faire un peu d'urgence exceptionnelle sur place. Mais ça dépend des services autonomes. Donc, on est autour de 6000, 5500, 6000 en début de carrière. Je vais poser la question plutôt à Cédric. La question de l'autonomie à la fin des 4 ans d'internat et aussi à vous, Esther et Thierry. À la fin de votre internat, où est-ce que vous en étiez au niveau de votre autonomie? Est-ce que vous vous sentiez plutôt à l'aise? Est-ce qu'il y avait des choses qui vous posaient questions, problèmes? Ou quel était votre ressenti au niveau du vécu, formation, fin internat? Donc, début, docteur. Je commence? Vas-y, Cédric. Oui, alors ça, c'est toujours une question très intéressante. De toute manière, la formation, elle est continue. Donc après, moi, je pense qu'avec 5 semestres durant le cursus, alors bien sûr, ça rejoint sur une question aussi, les risques et compagnie. Évidemment que vous avez des entreprises où il y a tel risque professionnel, donc vous ne retrouverez pas forcément. Mais vous avez un tronc commun. Les risques psychosociaux, pour en revenir encore sur les RPS, les risques liés aux troubles musculo-squelettiques, c'est des choses que vous allez retrouver partout. Donc, de toute manière, vu que c'est quand même une énorme partie de vos consultes, c'est pas que ça, je vous rassure, mais c'est une énorme partie, j'estime, et ça c'est mon avis personnel, qu'au bout de 4 ans d'internat, où en plus on est très encadré, on est quand même très seniorisé du début à la fin quand même du cursus, j'ai pas eu de retour à ce niveau-là négatif. Donc moi je me sens pas spécialement mal à l'aise vis-à-vis de ces risques-là. Par contre, après, bien entendu, et c'est ce qui booste aussi dans la dynamique, c'est que vous allez être confronté à d'autres risques, à d'autres types de professions suivant les entreprises où vous allez aller. Et donc, c'est là aussi tout l'intérêt du travail en équipe, du travail collectif. Parce que les collègues de travail qui sont déjà dans cette équipe-là depuis un certain nombre d'années, toxicologues, ergonomes, psychologues, vous les coordonnez cette équipe et vous l'animez. Mais en même temps, ils vous apportent énormément. Donc, c'est des échanges, c'est vraiment quelque chose de très bilatéral. Donc, moi, non, niveau appréhension, c'est des choses qui s'acquièrent progressivement sur les 4 ans de cursus et de toute manière tout au long de votre carrière. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'appréhension spécifique à avoir, en tout cas mon.
après les 4 ans d'internat. Thierry, si tu... Oui, Esther, vas-y Esther. Je pense qu'il faut bien se connaître à l'issue des 4 ans et identifier parfois ce qui peut être un peu plus compliqué et puis ce qu'on maîtrise. Et en fonction de ça, arriver à choisir un petit peu finalement son poste, l'entreprise où on veut aller. Là, on parlait d'autonomes qui demandent de l'expérience. Comme le disait Cédric, il y a certains autonomes où vous êtes avec du monde. Et donc, du coup, l'expérience est moins, on va dire, est moins obligatoire parce que vous êtes encadré par des médecins du travail qui connaissent déjà bien le sujet et puis qui vont vous épauler, qui vont pas vous laisser vous planter. Là, on se plante en autonome quand on n'a pas l'habitude. Mais après, en inter, il y a quand même pas mal d'endroits maintenant où vous pouvez choisir si vous voulez être un peu plus dans le tertiaire, un peu plus dans l'industrie. Voilà, ça dépend beaucoup du bassin finalement de la région où vous habitez. C'est sûr que, par exemple, moi, les internes qui vont sortir au niveau alsacien, au niveau Franche-Comté, ou voilà, si je leur passe du risque maritime, ça va être ouais, c'est pas forcément top. La formation hyperbare, c'est pas top non plus. Enfin, vous voyez, c'est quand même extrêmement. C'est très région dépendant après. Hein. Donc, il y a des bassins de population où il y a besoin de plus de connaissances en métallurgie, d'autres où il y a besoin de plus de connaissances. Ouais, il y a la MSA aussi dont on n'a pas parlé, hein, tout ce qui était milieu agricole, qui est aussi. Qui sont aussi des super postes avec des gros besoins en médecins du travail. Et là, on est beaucoup plus sur des risques très particuliers, hein, sur du risque chimique, du risque du RPS. Enfin, il y a plein de choses hyper intéressantes. Donc, je pense que c'est à l'interne qui termine de se connaître, de savoir là où il est le plus à l'aise, là où il est un peu moins à l'aise, et puis peut-être d'orienter ses premières années vers quelque chose qui le rassureront, de façon à pouvoir aller après sur des formations un peu plus poussées, sur des choses qu'il maîtrise un peu moins. C'est mon avis. Voilà. Après, c'est un peu comme ça que j'ai mené ma barque. Bon, après, voilà. Après, je vais prendre la parole. Je vais relativiser un petit peu aussi sur ce point. Je pense que, quelle que soit la spécialité médicale, quand on termine l'internat, on ne maîtrise pas tout. On n'est pas prêt. C'est ça. Et ça, je le vois assez régulièrement parce que je vois en visite périodique de jeunes praticiens. Et on parle très librement de ce qui marche, de ce qui ne marche pas dans l'activité professionnelle. C'est aussi le côté sympa de travailler en fonction publique hospitalière, parce qu'on peut discuter avec des médecins et prendre soin des confrères, c'est assez cool. Et là, pas plus tard que la semaine dernière, je discutais avec une jeune chef qui m'expliquait les difficultés qu'elle pouvait avoir pour s'imposer avec vis-à-vis d'infirmiers qui étaient expérimentés sur comment mener bien les prescriptions, de dire non, là, c'est moi qui décide, etc. Et aussi de le faire sans amener de tension aussi dans la relation professionnelle qui pouvait se guider. Je pense qu'on n'est jamais 100% prêt. Et c'est aussi ça qui fait qu'on acquiert de l'expérience au cours d'une carrière. C'est-à-dire des cas qui peuvent poser problème à de jeunes diplômés n'en posent pas quand on a 10 ans d'expérience parce que simplement, on progresse en permanence et on acquiert des compétences en permanence. Après, ce qui est quand même rassurant dans la médecine du travail, c'est qu'en fait, moi, je dis toujours qu'il y a médecine du travail, il n'y a pas d'urgence. Enfin, voilà. À part quand même quelques milieux très spécifiques. Voilà, mais dans la grande majorité des cas, en médecine du travail, il n'y a pas d'urgence. Donc, à chaque fois, vous avez le temps de revoir, de demander conseil, voilà, quel que soit votre niveau. Hein, je veux dire, il y a encore des situations où je vois la personne, il faut que je reprenne le dossier en entier, que je pose, que je dise, voilà, là, je ne vous donne pas d'avis tout de suite, on se revoit. Enfin, ça, c'est aussi quelque chose qui est important à savoir. Hein. Vous n'avez pas forcément à prendre la décision là, tout de suite, au quart de tour. Non, la médecine du travail, c'est pas ça. Donc, même si vous avez un manque de connaissances sur quelque chose ou quelque chose que vous ne connaissez pas, vous avez le temps d'aller vérifier, le temps d'aller voir, le temps de demander conseil à d'autres personnes pour donner un avis ou remplir un dossier de façon correcte. L'appel à un ami. C'est ça. Oui. Bah ouais.
Mais C'est pratique. il est pratique hein, dans la médecine du travail. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais il y a un groupe Facebook qui s'appelle le Divan des médecins du travail, où très régulièrement, des questions sont posées par des confrères ou des consoeurs sur des cas pratiques. Comment est-ce que vous feriez ça? Je suis embêté, j'ai ça, etc. Et c'est, je trouve, assez cool de pouvoir utiliser des outils comme ça pour faire un peu de l'émulation entre collègues. Ouais, c'est vrai que je ne connaissais pas, c'est assez chouette. ouais, j'ai découvert ce groupe grâce à Boris, qui est l'ancien secrétaire de l'ANIMT, qui m'a mis dessus. Et c'est vrai que c'est vraiment génial pour ça. Parce qu'il y a des situations avec... et chacun, parfois, il y a plusieurs manières de pouvoir régler une situation. Et de la façon, et puis ça dépend. Et parfois, il y a aussi quelques subtilités en fonction des régions. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir discuter, créer du lien aussi sur toute la France, sur des questions particulières de DU, de réorientation parfois, ou de changement de pratique, ou de modification de pratique. Donc c'est toujours aussi très intéressant sur ce point-là. Donc je pense qu'on a répondu à cette question, c'est très bien. D'abord, peut-être une question sur le SSTI dans l'activité dans un SSTI, donc dans un inter-entreprise. Une des questions, c'était pour est-ce qu'on a le temps au niveau des consultations? Alors, on parle de visites en médecine du travail. Est-ce qu'on a le temps pour des visites de pouvoir prendre ce temps vis-à-vis des usagers, salariés ou agents, ça dépend où on est, pour bien faire les choses? Est-ce qu'on a ce temps-là ou est-ce qu'il y a une notion de rentabilité chez le SSTI? Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? Ah bah ouais, moi je veux bien. Je dirais, ça dépend du SSTI dans lequel on a accepté d'aller travailler. Souvent, les SSTI qui payent beaucoup, très bien et très rapidement, voilà, il faut faire attention. Et donc, il faut se méfier, il faut aller regarder, il faut aller demander à certains confrères, à certains collègues. Il y a des SSTI qui sont très axés sur la visite. Il y a des SSTI qui sont beaucoup plus axés sur le projet, l'exercice en équipe, l'AMT. Voilà, je dirais on est dans, voilà, on a le SSTI qu'on accepte de pratiquer en fait, hein, je dirais. Il y a largement assez de place pour trouver un SSTI où ça fonctionne. Et comme l'a dit Cédric tout à l'heure, on a une indépendance technique, une indépendance professionnelle. Et donc, on a aussi cette liberté, cette possibilité de travailler comme on le souhaite. Alors, il faut respecter un cadre. On est salarié d'une entreprise, on a un cadre à respecter. Mais on n'a pas un employeur qui peut nous imposer une consultation toutes les 10 minutes ou une consultation toutes les 15 minutes. Voilà. Donc ça, c'est aussi extrêmement rassurant dans la façon dont on veut travailler. Et vraiment, on peut choisir, on peut quasiment choisir son SSTI hein, actuellement. Et c'est effectivement, et après, c'est pas le cas en autonome. En autonome, on a le temps, voilà, c'est complètement différent. Le nombre de salariés suivis par un médecin du travail en autonome est complètement différent du nombre de salariés suivis en inter-entreprise. Il y a des inter-entreprises qui fonctionnent en nombre de salariés suivis. Et il y a des inter-entreprises qui fonctionnent en type de salariés suivis. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une équipe ou un médecin du travail qui va avoir, je ne sais pas moi, 5000 salariés, mais ça sera que du tertiaire ou beaucoup de tertiaire avec très peu de suivi individuel renforcé et peu de risques particuliers. Et à côté de ça, vous avez une autre équipe dans le même service qui va avoir une charge un peu différente avec moins de salariés, mais par contre qui auront des risques importants ou des entreprises qui sont plus accidentogènes et puis qui aura voilà, une autre façon de travailler. Donc ça dépend aussi des SSTI. Il y a des SSTI qui basent leur projet de service sur du suivi en salarié et d'autres qui commencent à baser leur projet de service sur du suivi en charge, en véritable charge de travail par rapport au risque professionnel, en ayant du recul par rapport au suivi. Donc, soyez un peu vigilants quand vous choisissez au début. Alors, en tant que jeune interne, en jeune professionnel, c'est difficile d'appréhender ça, mais il ne faut vraiment pas hésiter à aller demander à des anciens ou aller demander à l'inspection médicale voilà, le fonctionnement des services et puis à se faire une idée pendant l'internat. Rapidement, pendant votre internat, vous voyez bien comment ça fonctionne. Hein.
voilà. Il y a des services de santé au travail qui veulent avoir des internes pour avoir des petites mains pour faire des visites, et puis il y a des services de santé au travail qui veulent avoir des internes pour former des médecins du travail. Voilà, je pense qu'on peut se faire aussi une belle idée mais comme dans n'importe quelle, je dirais comme dans n'importe quelle spécialité. Hein. Je pense que c'est le même problème peut-être sur des cliniques privées. Quand tu es sur une spécialité médicale, tu vas avoir des modalités où tu vas être salarié de la clinique ou d'autres tu vas être en libéral. Tu as des avantages, des inconvénients. Même Des si deux côtés. on n'a pas d'exercice libéral à proprement parler, même pour les spécialités médicales, il peut y avoir de la diversité d'exercices qui changent du tout au tout. Hein. Alors, je rebondis sur une question vis-à-vis de l'endroit, parce que Esther, tu as très bien mentionné le fait que quand on est dans une subdivision, c'est aussi l'occasion de pouvoir aller voir les SSTI vis-à-vis des différents terrains de stage dans ce qui peut nous intéresser. Donc, ça peut être le côté BTP, ça peut être le côté, dans les services interentreprises, souvent il y a le BTP, et puis après, il y a les autres qui regroupent tout le reste. Mais alors, ça peut dépendre des régions ou des départements, mais globalement, c'est ce qu'on retrouve dans une majorité. Et donc, ça peut être bien, effectivement, d'aller voir dans les différentes entreprises, comment ça se passe, etc. Le fait d'être dans une subdivision, et ça après, c'est une question qui a été posée, c'était est-ce que les subdivisions sont interchangeables dans l'internat? Non, les subdivisions ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire que vous choisissez l'aspect et l'endroit. Par contre, l'endroit est définitif. Le droit au remords, il peut être effectué dans les 2 ans après le début de votre internat au sein même de votre subdivision pour une autre spécialité pour laquelle vous auriez eu vis-à-vis de votre classement le poste. D'accord? Donc, si vous êtes dans une spécialité que vous dites, je ne sais pas, moi je suis en neurochirurgie et puis en fait je me dis bah, ça me convient pas, je vais être je vais être en médecine interne et qu'en fait il n'y a pas de poste du tout dans cette subdivision pour votre année au sein de ce CHU, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller vers là. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu un poste d'ouvert sur la spécialité que vous choisissiez, enfin, que vous souhaiteriez lors de votre droit au remords, mais vous ne pouvez pas changer de subdivision. Donc là-dessus, l'endroit où vous allez vivre pendant 3 à 6 ans selon la spécialité, vous allez être sur place. Vous allez pouvoir faire des interrégions ou des interchus au sein d'une région, donc qui est beaucoup plus simple, donc pour pouvoir aller voir les différentes pratiques au sein de la région. Mais c'est important de garder ça en tête que la subdivision sur votre internat, vous n'allez pas pouvoir bouger de cet endroit. Et c'est une règle qui est générale pour tous les internats. Hein. Ce n'est pas que pour la médecine du travail que c'est comme ça. Dans la question, il y avait des questions DU. Donc, dans les diplômes universitaires, c'était quels sont les diplômes universitaires? Est-ce qu'il y a des diplômes universitaires en médecine du travail? Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? Et puis, il y avait une question un peu plus précise qui était sur la centrale nucléaire et le DU de radioprotection. Est-ce que le DU de radioprotection est nécessaire pour le travail en centrale nucléaire? Donc, d'abord, peut-être au niveau des DU, de manière générale, si quelqu'un veut y répondre. Des DU, il y en a un certain nombre en soi. Il y a des DU de toxicologie, par exemple, pour approfondir les connaissances là-dedans. Il y a des DU aussi, j'en ai un en tête, qui c'est par exemple le DU interuniversitaire, ce qui est des DIU. C'est la même chose, c'est juste que c'est partagé entre universités, soigner les soignants. C'est un exemple, par exemple, avec, voilà, quand on travaille en milieu hospitalier. Donc, où là, c'est quand même clairement aussi attitré, c'est pas mal pour nos spécialités. Le DU de radioprotection. Alors ça, par contre, peut-être si François est encore présent, je ne sais pas, je sais pas si c'est une obligation d'avoir un DU de radioprotection pour travailler en milieu de ce qui est François est présent et visible de centrale nucléaire, mais oui, les DU c'est tout à fait possible. Déjà, s'il y aura une plus-value personnelle par rapport au risque professionnel auquel vous êtes confronté, je ne suis pas certain qu'il y ait une plus-value en termes de CV spécifiquement pour le coup, mais il y a toujours un intérêt. Voilà. Après, il y a des DU très larges aussi. Vous pouvez partir dans des DU pour ceux qui ont des appétences en sociologie, de la philosophie, de la santé au travail, de l'éthique.
c'est extrêmement large le diplôme universitaire. Hein. Et ça peut se faire n'importe quand. Hein. C'est pas forcément que pendant votre cursus d'interne. Les DU peuvent se faire bien après aussi. Et donc François, je te laisse la parole peut-être pour la partie radioprotection. Ouais, effectivement, le DU de Radio Pro pour exercer en centrale nucléaire, il est obligatoire. Mais comme tu dis, en fait, vous pouvez très bien être recruté avec une mention dans votre contrat qui exige d'obtenir sous 2 ans le DU de radioprotection. Et dans ce cas-là, vous le faites aussi sur le terrain, en quelque sorte, en découvrant l'activité terrain. Mais je pense que c'est valable aussi pour beaucoup de DU, c'est pas que celui de Radio Pro, hein, celui de toxicologie, ça peut être aussi le cas. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les centrales nucléaires, vous êtes rarement seul médecin, donc vous avez toujours un médecin plus expérimenté qui est là, qui vous accompagne le temps de gagner en expérience et le temps d'obtenir votre DU. L'intérêt du DU, alors il est là pendant l'internat. Après, ça prend du temps et souvent, selon le thème du DU, on peut se retrouver un peu déconnecté par rapport au stage, qu'on fait. Après, là, par exemple, l'exemple que citait François, il est intéressant parce que si vous faites un DU de radioprotection, par exemple, en étant embauché en centrale, il y a tout est pris en charge. C'est pendant votre temps de travail, financièrement, c'est pris en charge par l'entreprise, etc. Comme pour des DU que vous pouvez faire quand vous êtes en inter ou en autonome et qui intéressent, on va dire, le service ou l'entreprise. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que votre formation complémentaire, je veux dire, vous aurez une prise en charge complète au moment de la réaliser si vous le faites pendant que vous êtes en service. Ce qui n'est pas forcément le cas quand vous êtes interne. Hein. Quand vous êtes interne, il y a tout, sauf si ça a changé. Mais je veux dire, moi, j'ai le souvenir d'un DU financé uniquement de ma poche pendant mon internat, quoi. Donc après, si c'est un DU en plus et que c'est interrégional, vous avez quand même des déplacements, tout ça. Donc voilà, faut réfléchir à ce que vous voulez faire pendant l'internat et ce qui pourrait être fait au début de votre prise de poste ultérieure. Et puis pour compléter, je dirais que effectivement, il faut vous le faire financer a posteriori, mais ça permet aussi d'obtenir un CV qui vous permet de postuler sur des postes où il peut y avoir un peu de compétition, hein, sur les postes en autonome, parfois il y a un peu de compétition, et d'avoir déjà cette formation pour un employeur, ça vaut énormément de points parce que il y a plus de chances de miser sur le bon cheval. Donc si vous avez une appétence spécifique pour un domaine, que vous visez un poste en particulier, je vous incite vivement à faire le DU ou la formation, il n'y a pas que les DU, qui va bien pour justement déjà avoir les bases dès que vous commencerez votre exercice. Et puis, quand vous serez éventuellement en compétition avec d'autres médecins pour obtenir un poste, eh bien, au moins, vous avez plus de chances d'être sur le dessus de la liste, quoi. Après, il y a des DU aussi, pour rebondir à ça, qui sont très utiles même en pratique courante. Si je prends l'exemple du DU de tabacologie, par exemple, sans être addictologue, parce qu'après, bon, on parlera peut-être des FST, tout ça, si vous le souhaitez, mais la tabacologie, clairement, on peut en faire tous les jours, avec c'est un truc de base, hein, de prévention, et c'est vrai, et on a un droit de prescription aussi de tout ce qui est substitut nicotinique en tant que médecin du travail. Donc, quelqu'un qui aurait une appétence pour cette prévention tabac, par exemple, faire un DU tabaco est loin d'être bête. Hein. Donc voilà. Mais les DU, c'est très large. Hein. C'est très large. Et c'est sûr qu'après, oui, hein, là-dessus, je vous rejoins Esther, le côté financement aussi, c'est vrai que ça a un certain coût. Ça demande un mémoire aussi. Hein. Beaucoup de DU quand même demandent. Il y a une évaluation derrière. Hein. C'est pas juste je fais un DU, point. Il y a un mémoire, il y a des épreuves orales, parfois écrites aussi. Enfin, donc, bon. Ça, il faut bien le prendre en considération quand c'est au cours du cursus ou même a posteriori, bien sûr, des 4 ans d'internat. Et puis parfois, il y a des formations plus courtes qui peuvent être intéressantes, aussi, qui ne sont pas forcément des formations universitaires. Hein. Sûr qu'en tant qu'interne, on est très axé sur l'universitaire. Mais après, quand on rentre dans l'exercice professionnel, il y a des formations parfois très, très intéressantes qui sont sur 3-4 jours, parfois en plusieurs cycles, parfois même à distance, et qui permettent d'avoir une vraie, je veux dire, qui sont vraiment axés sur la pratique de terrain.
Et ça, les employeurs, au bout d'un moment, ils ne font pas forcément la différence entre un DU ou une formation de terrain que vous auriez fait avec d'autres structures. Donc, il ne faut pas vous focaliser tout de suite sur les DU. Enfin, moi, voilà. C'est un bon exemple que tu cites parce que, par exemple, pour le côté radioprotection, il y a une très bonne formation qui est dispensée par l'IRSN de radioprotection qui vient de passer sur 4 jours et qui permet d'acquérir toutes les notions et les bases nécessaires pour au moins commencer une activité sur un secteur soumis à ce risque-là, en tout cas sur une structure hospitalière, c'est vraiment hyper adapté, quoi. Ouais, non, mais je pense qu'il faut. Moi, je serais assez d'avis il faut peut-être mieux faire une FST bien menée et puis avoir bien s'impliquer au niveau de la pratique quotidienne. Un bon mémoire avec un bon sujet sympa plutôt que de se perdre dans des DU où vous allez avoir du mal à trouver. Peut-être. Et puis qu'au moment où vous aurez besoin de l'utiliser, ça sera daté, quoi. Ça sera trop tard. Enfin, ouais, avec un peu de recul, c'est un peu mon avis, quoi. Je suis désolé, je vais devoir partir. Pas de problème. Très bien, merci Thierry. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Merci d'être venu. À très bientôt. J'espère qu'on se reverra au RNP. Ils sont à Toulouse l'an prochain. Je vais plus en même temps. J'ai prévu d'y aller. C'est les 10 ans, j'y serai. Oui. Bon, allez, au revoir, à bientôt. Salut. Au revoir. Salut. Il y avait encore des questions, mais sur les DU, mais qui sont un peu particulières. Donc, oui, Benoît, je pense qu'on a répondu à ta question sur est-ce qu'on peut faire les DU dans les autres tout ailleurs en France, bien évidemment. Tu peux faire, si tu es à Montpellier, tu peux faire un DU à Paris, tu peux faire FST partout. Là-dessus, il n'y a pas de choses particulières. Certains DU demandent parfois un minimum requis, c'est-à-dire soit être docteur junior, donc être aisé, soit avoir certaines particularités, mais il n'y a pas de frontières vis-à-vis des subdivisions pour les DU. Ça reste des formations. Donc là-dessus, les formations en plus, c'est en dehors. La question était aussi de comment est-ce qu'on l'intègre au niveau de son internat. Donc faire un DU au sein de l'internat. Donc après, c'est à voir, je pense, au fur et à mesure des différents semestres et stages. Comment est-ce que vous pouvez faciliter ça en sachant que, pour rappel, on a une demi-journée par semaine, enfin une journée complète dite universitaire, c'est-à-dire par mois, ça fait 2 jours par mois de cours répartis sur le mois et 2 jours par mois pour l'auto-formation, donc qu'il soit rédaction de thèse, de mémoire ou pour la formation. Donc avec tout ça cumulé, il y a aussi moyen de pouvoir essayer d'imbriquer l'ensemble. Mais c'est peut-être pas forcément aisé quand on est interne, mais ça l'est encore moins plus tard si ça ne rentre pas dans l'activité que vous faites au moment où vous êtes professionnel. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond un peu ou si quelqu'un a envie d'ajouter une autre lumière ou quelque chose. Bon, après, les entreprises, elles ont quand même une obligation de formation, hein. Donc, il y a un plan de formation que vous pouvez établir au niveau du service ou participer à avoir votre plan de formation au niveau de votre activité. La formation continue, elle est obligatoire, hein. Donc, ça peut être du DU, ça peut être des CAPAS, ça peut être de la formation externe, ça peut être plein de choses, mais c'est à construire, hein. Moi, j'ai des collègues qui font un DU tous les 5 ans ou tous les 4 ans, sponsorisé par les services, hein. Donc, après, c'est une question d'envie aussi, hein. Beaucoup. Mais c'est faisable, hein. C'est tout à fait faisable, hein. Et négociable. Tout est négociable. Il faut le savoir. Quand on est médecin du travail pour l'instant. Ouais. On est tellement en manque de médecins du travail que vous avez une possibilité de négocier qui est quand même fabuleuse par rapport aux autres spé. Il faut juste savoir le faire. Salaire, protection, enfin salaire, donc comment dire là, tout ce qui va être dans ce DU, formation et autres, tout ça, c'est vraiment génial pour ça. Et il y a tellement de possibilités aussi pour pouvoir intriquer donc l'universitaire fonction privée, enfin du privé et de la fonction publique, que franchement, que l'imagination presque
pour mettre en place un peu de légal, évidemment, un peu de législation aussi qui nous bloque sur certaines choses, mais vous pouvez vraiment vous éclater et faire plein de choses. Donc, puis, bouger aussi de votre bureau, ça c'est génial. Rencontrer du monde, bouger de votre bureau, avoir du côté, une activité pluridisciplinaire. Bon, il y a eu une coupure, bon, c'est comme ça. Mais bien sûr, toutes ces questions-là aussi de maintien dans l'emploi, la question du handicap, la question de professions qui sont plus complexes au niveau social, c'est des choses où vous pouvez tout à fait vous former aussi tout au long du cursus. Donc, c'est ce qui fait aussi la diversité de l'aspect. On est médecin, mais il n'y a pas que de la médecine en santé au travail. Je crois qu'on a… Oui, tu es de retour. Ouais, désolé, j'ai mon ordi qui s'est éteint. Je ne sais pas Il n'y a pas pourquoi. de souci. On parlait du lien, entre guillemets, extra-médical aussi dans notre spé, avec le côté aussi social et qui fait la diversité de la spécialité. Et de surtout, comme a dit, je ne sais plus si c'était Esther ou Olivier, mais le fait qu'on ne reste pas… Cette image-là, on reste bloqué dans notre bureau à faire de la paperasse et compagnie, c'est un stéréotype qui est complètement faux. Sur votre journée, vous avez vos consultes, bien entendu, mais après, vous vous déplacez sur le terrain. Vous vous déplacez clairement. Et c'est que comme ça aussi qu'on appréhende au mieux les risques professionnels et vos avis derrière, médicaux. Ah ouais. Non, c'est une très grande diversité. Et il y avait une question, je crois, je ne sais pas si là on en a fini avec les DU. Olivier, je crois pas que ça n'allait pas plus loin pour les DU. Non, c'est bon. Au niveau des DU, c'était bon. Alors, donc, du coup, je suppose que vous avez mentionné le fait que d'une subdivision, le fait de la quitter, c'est pas impossible. C'est juste. Ouais, ok. Oui. Alors, Oui. juste au niveau de l'enregistrement, du coup, l'enregistrement a été coupé à ce moment-là, donc j'espère que je l'ai relancé juste après, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de pertes, parce que vu que ça a été coupé d'un coup, je suis désolé là-dessus. Non, J'espère pour les que questions de j'aurai pas de… subdivision, voilà, comme vous a dit Olivier, juste pour faire la petite redite, voilà, les subdivisions, il y a les possibilités de changement en interchu. Mais par contre, quand on a passé notre concours national, on reste dans notre subdivision auquel on a eu le classement pour, sauf des cas assez particuliers. Mais là, c'est plus des questions syndicales et ça peut rejoindre l'ISNI pour ces questions-là, de remords avec des changements de région. Ça peut exister, mais là, c'est des cas très, très particuliers. Voilà. Je me suis mal exprimé, Cédric. La question, c'était, une fois qu'on a fini l'internat, est-ce que le fait de quitter la région dans laquelle on a fait l'internat, c'est compliqué? Est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça… Non, parce que clairement, de toute façon, la démographie médicale, alors bien sûr qu'il y a des zones qui sont plus en manque de médecins du travail que d'autres, mais bon, dans l'ensemble, notre démographie, elle est pas bonne, hein. Tu as les choses quand même clairement. Donc des postes, vous en avez partout en France, métropolitaine comme dans les dom-toms aussi. Donc non. Après, là-dessus, il n'y a pas à avoir de crainte en quittant de région, ça dépend de vos choix, de votre vie privée. Après, les risques pro, comme disait très bien Esther tout à l'heure, bien sûr que le milieu, par exemple, je ne sais pas moi, aéronautique, ou si vous êtes confronté au milieu maritime, si vous n'en avez jamais fait, c'est sûr que ça peut être une appréhension et une nécessité de formation supplémentaire. Mais en soi, non, des postes, il y en a partout. Et voilà, donc il n'y aura pas de difficulté si vous avez fait, je sais pas moi, votre cursus en Bretagne par exemple, pour citer la Bretagne, si vous voulez partir en région parisienne, dans le sud, non, ça, et vice versa. Il n'y a pas de crainte là-dessus à avoir au post-internat. Alors, j'ai la question suivante et j'en profite vu qu'Esther est ici. Oui, parce que je vais bientôt… Oui, justement, c'est pour ça que c'est ce que je veux. Ouais. Quelles sont les étapes pour être maître conférencier universitaire? Quels sont les prérequis? Quelles sont les obligations? Est-ce qu'il faut que tu fasses un master 1, 2 et puis… Ah oui. Ouais. Oui, il faut aller. Alors bon, avant d'être maître de conf, vous avez la case. Alors ça a changé un petit peu. Moi, c'était assistant hospitalo-universitaire. Maintenant, c'est assistant ou chef de clinique assistant. Les termes ont un peu changé. Mais du coup, vous avez quand même les masters à faire. Et puis éventuellement, après, pour être maître de conf, il y a la thèse de sciences. Il y a la thèse de sciences. Ensuite, il y a l'HDR si vous voulez aller au-delà de l'aspect maître de conf. Après, il y a une petite différence entre moi, ce que j'ai fait, le fait d'être associé, qui est un statut, on va dire, contractuel, court, et le fait d'être vraiment maître de conf universitaire MCU PH, où là, vous avez une valence universitaire et une valence hospitalière. Moi, j'ai que la valence universitaire. Je n'ai pas de valence hospitalière parce que je n'exerce pas au sein de l'hôpital.
Donc là, c'est vraiment un aspect recherche qui est extrêmement important dans l'aspect universitaire sur on va dire le statut hospitalo-universitaire. Donc oui, il faut faire des masters, il faut et ça dès le début. Il faut vous engager très très tôt au niveau de l'internat, quoi. Parce qu'après, il faut trouver une place, il faut chercher un poste, après, c'est une sorte de parcours du combattant, quoi, hein. Un peu moins qu'avant, parce qu'il y a un peu moins de prétendants, on va dire. Mais voilà, ça reste quand même lourd, hein, comme formation, mais sans doute très, très intéressant, très intéressant. Pour ceux qui aiment la recherche, l'encadrement, l'enseignement, tout ça. Vu que tu es encore là, au niveau d'une question de Benoît qui se pose la question sur les thèmes de recherche en santé au travail. Qu'est-ce que tu peux en dire? Je dirais que c'est très large. Il y a à la fois comment on appelle ça? Il y a de la recherche qui est maintenant très basée sur de la pratique et qui est plus de l'aspect publication par rapport à vraiment de la pratique qui peut être faite avec des structures externes, avec des services, voilà. Et il y a de la recherche qui est effectivement, on va dire, très épidémio, très, très scientifique, où là, on est dans quelque chose de... en médecine du travail, il y a vraiment deux types de recherche différentes. Il y a vraiment de la recherche pratique et de la recherche vraiment très, très, très technique. Là, moi, par exemple, sur mes activités de recherche telles que je fais dans mon activité universitaire, j'ai un thème sur le ressenti des travailleurs handicapés dans le milieu du travail. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est très pratique comme recherche. Et je vais avoir un autre thème sur un projet sur du maintien en emploi de salariés femmes de plus de 50 ans dans des métiers à forte sollicitation biomécanique. Donc, voilà, c'est des recherches qui se font avec des partenaires sur des appels à projets, sur des choses comme ça. Donc là, on n'est pas forcément sur de la recherche purement hospitalo-universitaire. Et après, vous avez de la recherche qui est voilà, très hospitalo-universitaire sur des cohortes, des choses qui sont beaucoup plus axées beaucoup plus sur de l'épidémio. Donc, on a vraiment deux types un petit peu différentes. En fonction de l'appétence, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai un pied dans la réalité, et même les deux. Et du coup, ma recherche, il faut qu'elle soit ancrée dans quelque chose de très vrai. Mais voilà, après, c'est vraiment une question de personnalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions vis-à-vis de la recherche? Alors, il y avait une question là, à laquelle je viens de répondre. Est-ce que c'est une minorité ou une majorité des internes en médecine du travail qui font un Master 2? C'est une très petite minorité. La carrière hospitalo-universitaire, globalement, hein, hors médecine du travail. Hein. Hors médecine du travail, est peu, comment dire, appétante. Oui, appétante. Voilà. Je cherchais ce mot-là. Ça dépend effectivement des spécialités, parce qu'il y a des spécialités qui ne vivent qu'en en hospitalier, style hémato. Vous n'allez pas être hémato en libéral, dans un petit cabinet ou autre. Donc forcément, ça va être beaucoup plus vers l'universitaire, et encore, ça peut être que du praticien hospitalier. En médecine du travail, c'est un gros plus d'avoir un Master 2 parce que, comme l'a très justement dit Esther, les postes sont à pourvoir. Il y a des postes à pourvoir selon les régions. D'ailleurs, à Rennes, on recrute. Mais voilà, c'est vraiment... faut pas hésiter. La carrière, que ce soit en recherche universitaire, tout est possible et tout est facilement accessible par rapport aux autres spécialités. Hein, soyons clairs là-dessus. Ouais. Donc, après, sur la question d'expat, et après je vous laisse, c'est pas très facile de s'expatrier en médecine du travail. Donc, vous pouvez aller un peu en Suisse, mais dans certains cantons, où il y a à peu près un fonctionnement un peu identique. Sinon, dans les autres pays européens, ça fonctionne de façon complètement différente. Donc, je pense que c'est pas évident de s'expatrier en tant que médecin du travail.
J'allais dire, ça Au me permet Canada. de rebondir Voilà, sur les on a webinaires que tu as on a fait une visio l'an dernier avec ce qu'on appelait les débats NIMS, qui étaient à peu près mensuels, avec justement des médecins du travail du Canada. Donc, c'est pas évident, hein, il faut être honnête là-dessus. Mais peut-être que voilà, avec le nouveau bureau, peut-être qu'il y aura, je pense, ça va être une idée aussi de thématique avec d'autres pays européens, de voir un peu les spécificités. Mais voilà, chaque pays a quand même sa spécificité en santé au travail, donc c'est pas, non, c'est pas si facile quand même de s'expatrier. Est-ce que d'autres personnes ont des Je vais vous questions laisser. Ah oui. Voilà, c'est ça. Bon, bah, Ben, alors merci du coup, hop. Merci Esther en tout cas de ta Donc venue, de ta présentation et ta après, voilà, participation. si vous avez d'autres questions, moi j'ai dit que je laissais mon mail à dispo sans aucun problème. Donc vous n'hésitez pas à revenir vers moi au besoin. Et puis je vous remercie de m'avoir convié. Mais merci beaucoup à toi et passe une bonne soirée et à la Merci. prochaine avec la NIMT. À bientôt. Au revoir. Bonne Au soirée revoir. Esther. Alors, on va continuer sur les autres questions. Je vois qu'il y en a Alors, d'autres. sur les autres questions, est-il courant de faire des remplacements? Alors, j'ai d'autres questions aussi, mais on va faire celle-là d'abord. Est-il courant de faire des remplacements en tant que docteur junior? Alors, ça, c'est une question pour laquelle je ne saurais pas répondre. Je Alors, sais qu'il y a certains collègues qui le font. Est-ce que c'est oui. courant? Je ne sais pas. Courant, je ne sais pas non plus, mais possible, oui. Puisque de toute manière, le remplacement, il faut avoir fait un certain nombre de semestres dans notre maquette, mais ça c'est valable pour toutes les spécialités, pour avoir la licence de remplacement qui est fournie par le Conseil de l'Ordre. Donc en soi, après, c'est possible de faire des remplacements. Est-ce que c'est courant? J'ai pas, malheureusement de statistiques ou en tout cas de fréquence à vous donner, mais c'est possible, tout à fait, de faire des remplats. Voilà. Sur une question, faut-il choisir plutôt une grande promo en médecine du travail ou plutôt une petite promo? En comparaison, Paris, est-ce qu'il y a une différence à être à Paris dans une grande promo ou dans une plus petite, style Grenoble où ils sont 4, Bordeaux où ils sont 5, Montpellier où vous êtes 4, 3? 3 par promo. Voilà. Donc, est-ce que vous Ben, en pensez quoi? alors là, c'est vrai qu'il faudra pas mal, ce que vous avez mis, je crois, dans les commentaires, ne pas hésiter à contacter aussi différents référents de villes. Alors, le truc, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Déjà, les terrains de stage. Je pense qu'en région parisienne, ça doit quand même être très bien fourni en terrain de stage, parce que c'est quand même des grosses promos de santé au travail. Bon, après, moi, si je prends l'exemple de ma subdivision, il y a aussi pas mal de terrains de stage et pourtant, on n'est pas non plus forcément des grosses promotions sur toutes les années confondues. Donc bon, je pense que pour la partie stage, il n'y a pas vraiment d'énormes différences. Il y avait une question sur les gardes, ça je vais quelqu'un a mis comme à Montpellier, mais oui, en effet. Ça on en parlera après. Ensuite, dans ta question, il y avait quoi hormis la taille? Voilà, après pour la formation, au niveau théorique, de toute manière, donc comme tu l'as rappelé, il y a une demi-journée universitaire et la demi-journée de formation personnelle qui est utilisée bien sûr pour tout ce qui est thèse essentiellement ou des ou autres. Chaque subdivision n'a pas forcément le même fonctionnement au niveau des cours théoriques. On a bien sûr un tronc commun, voilà, pour en revenir encore là-dessus, c'est pas une obsession chez moi, mais sur les risques psychosociaux, les TMS ou d'autres, voilà, on a une formation commune, bien évidemment, la législation au travail au niveau national, mais après, chaque subdivision a peut-être plus ou moins de cours. Donc, c'est pour ça que cette question est très large. Donc, ça nécessiterait d'un petit peu cibler dans telle ou telle subdivision et de contacter directement les référents dont vous avez les coordonnées sur le site internet de la NIMT, parce que c'est extrêmement large. Moi, je peux parler qu'au nom de Montpellier, comme toi, tu peux parler qu'au nom de Rennes. Florence, qui est là, peut parler au nom de Strasbourg. Voilà, chacun pourrait parler au nom de sa subdivision. Mais après, je pense pas qu'il y ait une énorme différence au final, après les 4 ans de cursus, entre un Parisien, quelqu'un de Rennes, quelqu'un de Montpellier, quelqu'un de Strasbourg, quelqu'un de Nancy, enfin voilà, c'était de Lyon. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences derrière. Les formations sont faites par région. Donc, Oui. c'est-à-dire que vous avez les cours qui sont soit, enfin, ceux qui sont avec plusieurs facs d'une même région. Donc, la qualité, en fait, va rester beaucoup plus homogène du fait qu'il y ait ces regroupements de CHU.
Donc, je pense pas que ce soit, je pense pas qu'il y ait de bien ou de mauvais. Sur les petites promos, on se connaît plus facilement. Mais après, ça dépend à qui vous êtes, ça dépend de la promo, ça dépend des personnes hein, vis-à-vis de ça. Il peut y avoir des promos à Paris où ils sont beaucoup, mais ils s'entendent très bien, ils se retrouvent souvent, ils se connaissent bien. Vous pouvez avoir des plus petites promos de 3-4, mais personne ne se voit, ou alors les stages sont très éclatés enfin, sur le territoire, et on se voit beaucoup moins, on discute beaucoup moins, ou alors un peu pendant les cours ou autres, mais c'est moins propice. Donc ça dépend vraiment de la promo, de l'endroit parfois, et puis vous pouvez aussi avoir pas être bien avec votre promo, mais avec la promo du dessus, et puis ensuite d'en dessous, et d'en dessous encore, ou d'au-dessus encore, bah, ça se passe très bien. Donc c'est vraiment personne dépendante. Je pense que le mieux, c'est d'être déjà bien dans sa subdivision, donc c'est-à-dire au niveau des stages que vous visez, au niveau des différents terrains de stages et d'activités que vous souhaitez explorer. Et puis après, si vous avez que des bons retours sur un endroit où vous souhaitez être dans un endroit particulier et que c'est plutôt des retours positifs, je vous invite plutôt à viser ce côté-là et le reste suivra. Donc, Là, il y a l'exemple vous- des cours, puisque je vois Florence, par exemple, c'est un exemple, mais pour vous dire que c'est pas homogène, parce que par exemple, à Strasbourg, c'est 2 jours de cours par mois avec tout le Grand Est. Donc, on en revient à la question de la région, hein. Reims, Nancy, Dijon, Besançon, donc 2 jours de cours par mois. Voilà, c'est un exemple. Nous, à Montpellier, on a mis en place un système de cours de demi-journée tous les 15 jours. Donc c'est très variable. Paris, bon, je n'ai pas d'exemple. Enfin, voilà. Donc il faut vraiment se rapprocher de chacun des référents, les référents des subdivisions pour avoir un peu plus le détail exact. C'est la même question pour les gardes. Je rebondis pour clôturer un peu là-dessus. Les gardes, on voit que quelqu'un a cité comme à Montpellier. Il y a des subdivisions où il n'y a pas où il n'y a pas de garde. Déjà, il n'y a pas de garde sur les stages de santé au travail, par définition. Après, sur les hors santé au travail, suivant les endroits, oui, il y a des gardes aux urgences générales ou des gardes peut-être de secteur. C'est que voilà, là, je connais pas toutes les subdivisions, loin de là, mais ça reste quand même, il y a, je pense, pas beaucoup de villes où il n'y a pas de garde obligatoire. Mais c'est pas tout le long du cursus. Une fois de plus, les gardes sont généralement sur la phase SOC, si je ne me trompe pas, début d'approfondissement éventuellement. Après, c'est terminé. Voilà. Et donc, je vois juste que François rajoutait, pour l'exemple de Dijon, c'est plutôt un par promo. J'ai apprécié la liberté de choix pour les stages, pouvoir organiser mon internat avec beaucoup de visibilité. Et voilà. Et donc, c'est l'exemple aussi qu'on peut tout à fait être bien dans des promotions plus petites ou inversement être très bien dans des grandes promotions. En fait, il n'y a pas de règle par rapport à ça, très clairement. Nous, à Montpellier, on n'est pas très nombreux. 3 par subdivision, on se connaît tous, très clairement. Et voilà. Là-dessus. Donc, voilà. Donc, je pense que là, il vaut mieux vous rapprocher en conclusion là-dessus, hein, sur cette question garde, stage, entre guillemets, vraiment des référents de chacune des subdivisions pour avoir la réalité du terrain. Ça sera beaucoup plus simple. Et je rebondis sur une autre question aussi qui datait un petit peu sur les pompiers. Voilà, c'était la dernière que j'avais sur ma liste, donc c'est parfait. C'est la connexion. Donc, le stage chez les pompiers, alors ça c'est pareil, c'est pas non plus partout. Nous, on a un stage en SDIS dans la subdivision de Montpellier-Nîmes. Donc, c'est un stage essentiellement de santé au travail, mais vous faites aussi pas forcément que ça. Et surtout, la question, c'était par rapport à la possibilité derrière de devenir médecin pompier. Si je me trompe pas, parce que la question est remontée. Oui, c'était ça, ouais. C'était ça. Je ne crois pas. Je crois qu'il y avait un des médecins du travail de Lyon qui avait fait ça, justement, hein, qui est engagé aussi en tant que médecin pompier. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'incompatibilité. Moi, je ne peux pas parler d'expérience, je ne suis pas passé en stage chez les pompiers, et voilà. Mais comme ça, a priori, c'est pas incompatible d'être médecin du travail et d'avoir ce développement dans le secteur pompier et donc d'être derrière engagé en tant que médecin pompier. Donc à vérifier, mais ça ne me semble pas du tout incompatible, loin de là. Très bien. Mais je pense qu'on a répondu à toutes les questions que j'ai pu voir, lire, et Florence a aussi participé dans le chat pour la avec dicto François. aussi.
Ah, Il y avait une alors, question sur la dicto, mais là, elle remonte. C'est dommage parce que Thierry est parti. La question justement de la pratique à dicto, est-ce qu'obligatoirement à l'hôpital, tout ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est les FST. Pour rebondir un peu là-dessus, le FST, c'est quelque chose pour ceux qui veulent faire un FST, une formation spécialisée transversale, il y a trop de sigles. Mais enfin, pour ceux qui veulent faire la FST, donc c'est au cours du cursus de l'internat. Et donc, avec la réforme de santé au travail, donc à l'heure actuelle, on va être dans l'expérimentation, donc il va falloir voir comment ça va se mettre en place. Il y aura cette notion justement de prescription pour ceux qui auraient fait tel ou tel FST. Donc il y a une liste déterminée, notamment la FST Addicto. Donc je ne sais pas plus. Est-ce que voilà, Thierry Bonjour, lui, a donné l'exemple où il est rattaché à l'hôpital, aussi dans son activité au niveau de la dictologie, mais je ne sais pas quelles seront les possibilités. Par exemple, si quelqu'un est médecin du travail en interentreprise et qu'il aurait fait la FST Addicto, est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce qu'il faut être rattaché obligatoirement à un CHU? Je ne sais pas. Ça, à l'heure actuelle, c'est vraiment des questions d'avenir. Et on en saura un peu plus avec les évolutions de la réforme de santé au travail. Donc voilà, ça, je ne peux pas trop vous donner en précision à l'heure actuelle. Je ne pense pas ni Florence, ni toi, vous avez plus de choses là-dessus, ni François, qui est peut-être encore présent. Je ne pense pas. Voilà, on va voir comment ça évolue avec la réforme. est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'il y a des questions qui sont passées inaperçues à la trappe? Il me semble qu'on a répondu à tout ce qui était posé. Mais est-ce que vous avez d'autres questions? Là, c'est le moment, on peut en profiter sur des choses un peu plus particulières, plus précises. N'hésitez pas, on est là aussi pour ça, pour en profiter. Je vais remonter parce que j'ai cru voir une autre question, mais je ne suis pas sûr. Ah, mais il y en a que vous avez déjà répondu dans le chat aussi, je n'avais pas vu. Ouais, non, mais c'est vous. Florence a été extraordinairement active avec François, donc c'est très bien. Il y a beaucoup de questions qui ont été. C'est un vrai travail d'équipe, comme vous pouvez le voir avec l'exemple. Je pense que ce serait une équipe. J'aime bien la conclusion de Laurence de en médecine du travail, ça fait des internes heureux. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. La qualité de vie en médecine du travail est extraordinaire, en tant qu'interne et en tant que professionnel. D'accord ? On a parlé du salaire tout à l'heure. Ça fait partie d'un des meilleurs salaires en début de carrière, parce que la plupart et assez rapidement, parce que je rappelle que la plupart des spécialités médicales, médico-chirurgicales sont longues et après nécessitent souvent pour pouvoir faire du secteur. C'est quoi? C'est du secteur 2, c'est ça, quand ils sont payés en privé, un clinica. Donc, autant vous dire que ça rajoute encore une pénalité. Alors, certes, après, le salaire est un peu plus élevé, mais on a quand même un salaire qui est très correct, avec du 39 heures semaine. Après, s'il y en a qui veulent faire plus, style en autonome et veulent travailler d'arrache-pied beaucoup plus, ils peuvent. Hein, je veux dire, là-dessus, le médecin d'EDF à Rennes a fait pendant 10 ans, il finissait après sa femme qui était en MPR. Sa femme revenait à 20h30, lui, il arrivait après. Donc, voilà, ça dépend vraiment des endroits. Si vraiment vous voulez vous investir beaucoup plus, etc., il y a possibilité. Mais la qualité de vie en dehors, habituellement, c'est du 39 heures semaine. Il n'y a pas besoin de marcher, de faire plus et vous êtes quand même correctement payé. En plus que c'est hyper intéressant, vous allez voir beaucoup de choses. Vous pouvez faire plein de projets différents en fonction de ce que vous aimez, de la façon dont vous voulez travailler. Et donc, c'est très large, c'est extraordinaire. Et dernier point, vous pouvez aller visiter ce qui se passe. Et ça, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas le cul vissé dans une chaise toute la semaine. Et moi, je trouve ça vraiment génial de pouvoir aussi se dire ah, bah, dis donc, pendant une demi-journée, je vais aller voir quelque chose que vous ne pouvez pas voir ailleurs. Typiquement, à Rennes, j'ai un collègue qui a pu voir une imprimerie, l'imprimerie d'Auberture, qui s'occupe de imprimer des billets et cartes de crédit et de monnaie étrangère. Donc, vous rentrez, vous posez tout ce que vous avez sur vous, vous montrez patte blanche comme à la prison, et ce que vous voyez dedans, vous ne pouvez pas dire comment vous voyez, comment c'est, etc. Mais vous pouvez voir des grosses entreprises, vous pouvez voir des technologies de pointe, vous pouvez voir des choses un peu plus particulières, style caisson hyperbare et plongée. Donc, faites aussi un peu de plongée pour le DU.
Vous pouvez, enfin, je veux dire, ça manque presque que de l'imagination. Et vous avez aussi mentionné la recherche, les domaines de recherche. Vous pouvez aussi faire ça en secteur privé, hein, en SSTI, quand vous remplissez Metra, il n'y a pas que Metra, mais c'est un des logiciels où vous pouvez remplir les différents antécédents et autres. Et puis après, vous pouvez faire des extractions de données sur ces choses-là, donc faire un côté un peu épidémio, donc un peu santé publique épidémio pour faire ressortir d'une entreprise des problématiques particulières. Ou alors après, et puis après aussi mettre en place un projet, comment est-ce que je peux y répondre? Est-ce qu'il y a des solutions ergonomiques qui sont déjà mises en place? Oui, non, comment est-ce que je peux modifier ça et autres? Donc, en fait, ça peut être des projets professionnels et pas la monotonie du comment ça va, il va pas bien, je fais que des inaptitudes et autres. Donc, pour ça, effectivement, il y a des services interentreprises où c'est d'abattage. C'est triste, mais c'est comme ça existe. Mais il y a d'autres services interentreprises où, comme l'a très bien mentionné Esther tout à l'heure, où vous allez pouvoir vous éclater au niveau des différents projets, hein. Et Thierry, qui l'a aussi bien mentionné, lui, il fait aussi pas mal de projets à côté et il s'éclate aussi. Donc, l'épanouissement au sein de cette SP est vraiment génial pour ça. Alors, je vois qu'il y a 2 questions assez intéressantes, je trouve, parce que ça rejoint beaucoup de choses sur l'attractivité. De comment avez-vous vécu le regard des autres concernant côté choix de SP? Et qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir votre ville? Et je vois que déjà Florence a répondu. Alors toi, est-ce que tu veux répondre toi d'emblée pour Rennes et peut-être le regard des autres? C'est ça. Qu'est-ce qui m'a motivé à choisir Rennes? Après, c'est le côté un peu familial et pas très loin de la famille d'une part. J'avais une pote qui est affectée à Brest et puis je ne connaissais pas tellement. Donc Rennes, pour moi, ça a été une découverte. Je n'avais pas contacté la référente avant, je connaissais, mais bon, j'avais déjà posé la question vis-à-vis de l'aspect lors d'un forum. Je viens de Poitiers à la base. Enfin, j'ai fait mes études à Poitiers. J'ai enseigné en Charente-Maritime, donc c'est pas trop loin Rennes. Et donc j'ai un peu découvert sur le tas au niveau de la ville. Euh, Après, sur les spécialités, les spécificités de la ville et tout ça, si vous avez des questions, il vaut mieux les poser en personnel parce que sinon, je pense qu'on peut s'étaler sur encore 20-30 minutes sur les pros, les contrats de chaque ville. Donc, je vous invite plutôt à cibler les subdivisions qui vous plaisent et puis à venir vers nous, poser la question sur le groupe Facebook de Anime. Est-ce que je peux avoir les coordonnées, de la référente ou des référents d'eux parce que j'ai déjà eu des contact d'externes qui se posaient la question sur plusieurs subdivisions, dont la mienne. Que ce soit moi ou ma référente de ma ville, on a globalement le même discours, donc c'est avec plaisir qu'on répondra à vos questions dans la limite de notre disponibilité. Cédric. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Le choix de la ville, bon, moi je suis originaire du Sud, donc très clairement je comptais pas quitter le Sud. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'ai fait mes études à Marseille et donc j'ai basculé à Montpellier. Le choix de la spécialité, moi c'est un tout petit peu particulier puisqu'initialement j'étais pas en santé au travail. Je suis l'exemple de ce qu'on peut appeler entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais de remords ou changement de spécialité. Et je ne regrette absolument pas. Comme l'a dit François dans son petit message écrit, on découvre bien souvent trop tard l'aspect et le fait, l'exemple de ce type de soirée et d'autres événements aussi qu'il peut y avoir en local, avec une vraie image de ce qu'est la médecine du travail, qu'est-ce qu'on y fait au niveau pratico-pratique. Ça peut vous éviter de faire un remords, c'est pas plus mal aussi. Voilà, et surtout, la pluridisciplinarité, moi j'en reviens à ça, hein, c'est l'élément moteur en tout cas dans mon choix de cette spé, c'est qu'on ne se limite pas uniquement qu'à la médecine. On est médecin, bien entendu, mais vous êtes dans le monde du travail, le monde réel aussi, pas qu'un monde virtuel, mais dans le monde du travail. Donc clairement, vous avez de tout, de la socio, de la psycho, on parle des thématiques de recherche. Bon, moi voilà, le domaine psychosocial m'intéresse énormément. Il y a plein de choses à faire, plein de choses. Donc au final, voilà, on va dire Montpellier parce que c'est une très très belle ville et une très bonne subdivision. Mais je vais m'arrêter là au niveau de la publicité pour la ville. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos sur la subdivision. Mais voilà, en soi, vous trouverez votre bonheur dans chacune des subdivisions. Je n'ai pas de doute là-dessus.
Donc, vraiment, voilà. Et Florence a mis un bon message aussi. Bah oui, par rapport au regard des autres. Bah, le regard des autres, au final, n'est pas si pesant que ça, parce qu'une fois que vous expliquez votre fait, vous n'avez pas à vous justifier de toute manière, hein. Vous êtes médecin, c'est votre spé comme toutes les spé qui existent. Ça fait partie des spé qui restent méconnus, mais pour le coup, tout le monde verra à un moment ou à un autre un médecin du travail à peu près dans sa vie, hein, par définition. Donc voilà, je vais juste expliquer ce que vous faites. Il n'y a pas de choses particulières. Et moi, au contraire, j'ai plus attiré des gens dans l'aspect qu'autre chose sur toutes ces années d'internat, hein, que ce soit au niveau national ou local. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Ouais, l'aspect, souvent, que ce soit les confrères, les collègues en dehors de l'aspect ou même les personnes autres, j'ai eu régulièrement comme retour le fait qu'ils ne connaissent pas l'aspect jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. Et à chaque fois qu'il y a eu des gens qui ont eu besoin de notre intervention, j'ai eu que des retours positifs jusqu'à maintenant. Vous allez me dire, je suis interne en 6e semestre, donc ça reste encore court. Mais j'étais très étonné de boire un verre entre amis et d'avoir le conjoint d'une amie, enfin d'une connaissance, qui, au moment où je lui ai dit, bah, je suis interne en médecine du travail, m'a dit, ah ben dis donc, j'ai eu un problème. Il avait une trentaine d'années, le gars. Heureusement que vous êtes là. Et en fait, c'est presque surprenant de se dire, bah, ah, oui, c'est surprenant d'avoir ce retour parce que je ne pense pas que les autres spécialités, vu qu'elles sont connues, ont le même retour. Bah oui, je suis suivi par un tel, je suis suivi par telle spécialité, etc. Mais il n'y a pas cette reconnaissance parce qu'on intervient à des domaines intriqués, transversaux, parce qu'effectivement, il y a le médical, mais il y a le professionnel. Et parfois, comme tu l'as très bien mentionné, Cédric, il y a aussi le social. Et donc, en fait, on va servir de médiateur pour envoyer, pour inclure d'autres personnes, pour faciliter les projets, et pour pouvoir orienter tout ça pour que ça se passe au mieux. D'accord? Donc, il y a aussi des fois ce côté, il faut faire accepter que cette espèce de deuil qui peut arriver dans le cas d'inaptitude au niveau de certains travails. Pour certains, c'est toute leur vie et c'est leur identité. Il y a ce côté, il y a un côté effectivement psychiatro, philosophico, social, tout ça est médical dedans, donc c'est hyper riche, c'est hyper intéressant. Vous pourrez mettre en place votre pratique en fonction de ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et la façon dont vous souhaitez le faire aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Non, mais Bon, je ne sais pas si, si vous avez d'autres questions ou si vous avez posé d'autres questions, si vous avez donc, on a dit au niveau des différents intervenants, n'hésitez pas, message sur la NIMT, enfin sur notre groupe Facebook de la NIMT qu'on a mis au niveau n'hésitez du pas, diapo. en tant qu'ancien président, à adhérer à la ligne quand vous ferez ce merveilleux choix de devenir interne en médecine du travail. Parce que c'est vrai que voilà, l'ANIM, c'est vraiment là pour vous représenter. Je fais ce petite transition, un peu conclusion, entre guillemets, en attendant de voir s'il y a une ou deux questions supplémentaires. Mais l'ANIM, c'est une association qui regroupe vraiment les internes de santé au travail. Elle est faite par et pour les internes de médecine du travail. Elle a un poids, hein, je veux dire, on n'est pas juste une association pour faire joli. On est intervenu dans la réforme de santé au travail. On est quand même écouté aussi auprès des universitaires, auprès des différentes divisions. Voilà. Et surtout de pouvoir apporter vos avis, si vous avez des idées aussi en particulier à faire remonter à l'association. Comme l'a mis Florence, n'oubliez pas aussi, il y a les RNP, donc ce petit congrès d'internes en médecine du travail qui se fait sur 3 jours. L'an prochain, ça sera topissime puisque c'est les 10 ans de l'association et ça sera à Toulouse, comme ça vous savez en avant-première où sera les RNP l'année prochaine. Et c'est des événements voilà qui sont importants et on n'est pas très nombreux au niveau national non plus. Donc ça permet de rencontrer des collègues d'autres subdivisions, de créer du lien. Et je pense que c'est primordial dans notre spé pour aussi avancer. Et c'est valable aussi pour d'autres spécialités, puisque la NIMT est aussi en interface avec d'autres associations, d'autres spé,
pour faire connaître notre spécialité et voir les interactions qu'il peut y avoir entre spé avec la médecine du travail. Donc voilà, moi c'est un peu ma dernière visio aussi au nom de la NIMS. Il va sortir le mot, il va sortir le mot. Oui, le mot décloisonnement, non, c'est un peu mon mot phare. Mais non, mais c'est la réalité, c'est décloisonner entre nous et décloisonner avec aussi les autres spé. C'est comme ça qu'évolue aussi la spécialité de toute manière. Donc, il ne faut pas hésiter. C'était pas un gage, mais je l'ai sorti. Voilà. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on a dit tous les éléments principaux que l'on avait à dire. J'aimerais insister sur le fait que peu importe votre choix de cette année, il y a toujours des possibilités de modifier, de droit au remords, de bifurquer, de modifier sa pratique avec des DU, des FST et autres. Donc que ce soit médecine du travail, bon, on ne peut que vous encourager à faire médecine du travail, parce qu'elle est vraiment bien, cette spécialité, mais que ce soit médecine générale, les autres spé médicales, chirurgicales ou autres, il n'y a pas comment dire, de fermeture définitive. Ok. Ça, c'est la première chose. Il va y avoir peut-être un peu de limitation, mais pas de fermeture définitive pour certaines pratiques. La deuxième chose sur laquelle j'insiste, c'est que peu importe votre classement du concours, qu'il soit considéré comme bon, excellent ou moyen, voire mauvais, ça ne reflète pas vos capacités ni comment dire, votre valeur en tant que médecin, en tant que futur docteur. D'accord? C'est du bullshit. C'est-à-dire que si vous êtes premier ou si vous êtes 8700 et des brouettes, peu importe peu importe de votre résultat à l'ECN, ça ne fait pas de vous un mauvais médecin, ça ne fait pas de vous une personne bête ou mauvaise, ça ne vous dévalue pas ou ça ne vous survalue pas non plus. Ça reste un classement sur un passage obligatoire. Il m'a fallu du temps, moi, pour pouvoir mettre ça dans ma tête. Mais une fois que c'est inclus, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de gens où vous pouvez être le dernier au niveau de l'ECN, sauf que vous taffez beaucoup plus sur certaines choses. En fait, une fois que cette pression de l'ECN est passée, vous vous rendez compte que vous savez beaucoup de choses et vous savez l'appliquer, vous savez l'utiliser et autres. Donc, en fait, vous êtes en pratique parfois meilleur que d'autres qui sont très bons à répondre des QCM. D'accord? Donc, c'est juste à répondre des QCM. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de bien aussi au niveau social, au niveau comportement, ni d'adapté dans certaines choses. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus, le classement à l'ECN, c'est chiant parce que ça peut pénaliser sur certaines spé et sur aussi votre internat, mais ça ne vous dévalue pas et ça n'a aucune influence sur votre valeur en tant que personne. D'accord? Peu importe ce que vous choisissez, peu importe ce que vous décidez, peu importe votre classement. D'accord? Ce n'est pas votre valeur en tant que personne. Et j'insiste là-dessus. C'est bien. Non, mais c'est la stricte réalité. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. Est-ce que chacun... Ah, merci. Ah, ben, tant mieux, c'était le but. C'était le but de vous éclairer au maximum. De toute manière, la visio est enregistrée, bon, va être coupée. Et donc ensuite, ça sera diffusé pour ceux qui n'étaient pas présents de toute manière. N'hésitez absolument pas, je le redis, à nous recontacter, l'ANIMT, le Facebook, le Messenger. Sur le site de l'ANIMT, vous avez les liens, enfin les mails web des différents référents régions. Vous n'hésitez absolument pas. Et voilà, j'espère qu'on a pu vous éclairer au maximum avec nos deux intervenants, François aussi, Florence, tous ceux qui étaient présents pour vous éclairer au maximum. Et bon, moi, j'ai pas plus à ajouter de mon côté. Merci à tous pour votre présence et puis merci effectivement à tous les intervenants, François, d'être venu parmi nous et de nous avoir éclairé sur certaines spécificités. Florence, pour avoir géré aussi le chat de manière très active, elle était là, et aussi d'avoir mis les différents posts sur les différents groupes. Et Cédric, pour ta présence et ta présentation ainsi qu'intervention, c'était très appréciable. Et puis aussi à Esther et Thierry qui ont très gentiment accepté de nous accompagner sur cette présentation. Donc voilà,
petit dernier mot. Donc, sur ce, peut-être une bonne soirée à tous. Si vous avez encore des questions particulières, n'hésitez pas à les poser sur le groupe de la NIPT et puis on essaiera d'y répondre. Tout le bureau a accès à ce compte Facebook. Donc en fait, vous avez une personne qui répond, c'est l'un parmi nous tous. D'accord? Donc, on essaie toujours des fois de se concerter quand on ne sait pas répondre ou quand ça concerne quelqu'un ou une subdivision en particulier. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bon choix pour septembre, hein, mais ne vous cantonnez pas au fait que ce soit définitif Oui. et ni que ce soit un échec. Vous allez être docteur en médecine. Exactement. Excuse-moi, Cédric. Et profitez de vos congés. C'est important. Bon. Eh bien, bonne soirée. Bonne soirée.